Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Bonjour à tous, pas de repos pour les braves et pas de jour férié non plus pour les directs de Sud Radio. Ravi de vous accompagner pendant 3 heures de direct pendant un 15 août. Nous sommes ensemble pour creuser l'actualité, débattre, échanger avec vous, les auditeurs, sur l'application Sud Radio, les réseaux sociaux et directement au standard 0826 300 300. Le programme de votre matinée à midi, les Jeux Olympiques dans tous leurs états avec le camarade Clément Arion. Pas de repos pour lui non plus, il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, le parcours de Tiffany Huot-Marchand, tétraplégique suite à un accident de compétition en 2022. Elle vient de réussir à terminer le marathon pour tous. On va organiser la rencontre avec vous les auditeurs, avec cette femme à la détermination hors du commun. Et puis dès 10h30, les grands débats de l'été sont ouverts. Aujourd'hui, les mousquetaires autour de la table. Philippe Bouriaki, conseiller régional Europe Écologie Les Verts en Ile-de-France. Olivier d'Artigol, chroniqueur politique. Et Jacques Millard, maire LR de Maisons-Laffitte. Et on va avoir besoin, vous allez voir, d'échanger, de discuter, des coups de gueule, des coups de cœur. Parce que Bernard Cazeneuve est une piste qui prend forme pour occuper Matignon. Et oui, messieurs, dames, vous avez bien entendu, ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre sous François Hollande. Il a été approché, nous dit-on, par des proches du chef de l'État et il serait validé par certains parlementaires de droite. Alors, tout ça pour ça, le retour du costume 3 pièces et du chapeau feutré pour diriger la France facturée. On attend vos réactions. Puisque la mode est au revenant, partons du côté de Cécile Duflot, directrice de l'ONG Oxfam, ancienne ministre, qui plaide, elle, pour une coalition climat. Vous allez voir, elle nous dit même que vous avez vu le film d'Artus, un petit truc en plus. Et ben c'est la preuve en réalité que la France a besoin d'être rassemblée et ce n'est pas une parodie. C'est bien pour ça que je veux qu'on en parle entre 10h30 et midi. Et puis l'enseignement des Jeux Olympiques n'était pas la police de proximité. Ça y est, son idée fait son chemin à gauche. Le Parti communiste le propose, des élus même du Parti socialiste le proposent aussi. J'ai l'impression d'être dans une boucle temporelle parce que ce sujet revient sur la table tous les 6 mois. Mais est-ce que c'est pas le moment d'arrêter de mettre ce sujet sur le tapis et de revenir à de vrais principes de sécurité? On en discutera, mais tout de suite, c'est l'heure des bonnes nouvelles. Nous sommes un 15 août en plein été et figurez-vous que le Made in France, ça marche avec l'usine Duralex. C'est un succès français. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Bonjour Walter Texera. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis ravi de vous avoir au téléphone parce que on va discuter ensemble pour que vous puissiez nous raconter l'histoire incroyable qu'a vécue l'usine Duralex. Je suis sûr que tous les auditeurs derrière leur poste ou via l'application Sud Radio qui nous écoutent et qui nous regardent se rappellent que Duralex c'était les verts, notamment à la cantine où quand on regardait dedans il y avait un chiffre, on était persuadé que c'était notre âge, on s'amusait avec celui qui avait le plus petit chiffre devait débarrasser. J'ai souffert d'ailleurs de ces chiffres, on en reparlera. Donc racontez-nous un peu parce que l'entreprise était, il y a quelques mois, réellement au bord du gouffre. Oui, tout à fait. En fait, suite à... On avait fusionné avec Pyrex, avec la Maison Française du Verre. Et du coup, on avait beaucoup de prestations de leur part qui nous étaient facturées. Donc du coup, on dégageait pas de bénéfices sur les années. Donc, à un moment donné, ils ont fini par nous mettre en redressement judiciaire, quoi. Donc on avait beaucoup trop de charges, tout nous était facturé, ce qui était commercial, marketing, informatique. Donc en fait, on faisait du bénéfice, mais tout nous était ponctionné par la Maison Française du Verre. Donc aujourd'hui, on a eu la bonne idée de créer une SCOP. Et il s'avère que ça a l'air d'être bien parti par rapport aux ventes qui se fait déjà. Alors justement, racontez-nous comment ça s'est passé, parce que de fait, vous êtes Duralex, marque très identifiée des Français, on aura l'occasion d'y revenir, petite usine dans le Loiret, 228 salariés, et vous avez réussi à sauver l'entreprise, mais également à sauver tous les postes. C'est ça, en fait, il y avait trois potentiels repreneurs à la barre, donc Carissimo et Tours. Et les deux faisaient des plans sociaux, un qui enlevait quasiment plus de la moitié du personnel et l'autre une 50aine. Et puis la SCOP, nous on gardait tout le... Alors expliquez ce que c'est une SCOP pour qu'on comprenne bien. C'est une société de coopérative de production, c'est bien ça. Et d'une certaine manière, en fait, vous êtes tous les salariés un peu les actionnaires de l'entreprise. Vous êtes un peu vos propres patrons, si on veut le dire vulgairement. C'est exactement ça, en sachant que chacun garde son poste de travail, il n'y a rien qui change. Donc les 228 salariés, encore en poste. Non, oui, tout à fait. Et génial. Par contre, c'est pas tous les ouvriers qui rentrent au capital, c'est ceux qui ont bien voulu, qui pouvaient rentrer au capital. Donc on est à peu près
En grosso modo, on a à peu près 138, je crois, de mémoire qui sommes rentrés au capital. Donc plus de la majorité des salariés. Voilà. Ouais. Et puis ça risque d'augmenter parce que il y en a qui n'avaient pas trop confiance. Et puis on pense que ça risque de, même les nouveaux embauchés, et dans le futur, on voudrait que tout le monde rentre au capital en fait. D'accord. Et est-ce qu'il y a une date limite jusqu'à ce que tous les salariés justement puissent entrer dans le capital, ou si par exemple en décembre un salarié se dit bon finalement ça marche, j'ai un peu moins de risque à investir mon argent dedans, il peut? Disons qu'on l'a évoqué pour les nouveaux embauchés déjà. D'accord. Mais ça, on verra ça au conseil d'administration, parce que là, on avait fait le conseil était provisoire pour déposer le dossier au tribunal. Donc fin septembre à peu près, on va recréer une assemblée générale pour créer un nouveau conseil. Vous parliez des nouveaux salariés, ça veut dire que vous avez été obligé d'embaucher ces derniers temps? C'est qu'on va renforcer la force commerciale surtout. D'accord, on aura l'occasion d'en reparler, mais en plus d'avoir gagné votre bras de fer avec le tribunal de commerce d'Orléans, vous avez aussi réussi à gagner le cœur des Français, puisqu'il y a eu, dès que les Français et beaucoup de gens, dès qu'ils ont eu écho de cette histoire, se sont rués sur les commandes. C'est ça, sur les commandes, alors c'est Internet. Oui, totalement, sur le site. Donc on n'a jamais vu ça là. En moyenne, on vend, je crois, 10 000 euros par jour de vaisselle. 10 000 euros par jour de verre Duralex. Enfin, en moyenne 300 000 par mois, et ce qui est énorme, quoi. Et par exemple, avant cette affaire, et lorsque vous étiez devant le tribunal de commerce, avant, on va dire, ce joli miracle français, c'était combien de commandes par jour, par mois? Alors moi, je ne vais pas vous raconter de bêtises, je crois qu'on ne faisait même pas un quart. Ah, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ouais. Bon, il faut maintenant pérenniser l'entreprise. Quels sont les grands objectifs pour les 5 prochaines années où vous allez devoir vraiment travailler pour que Duralex soit vraiment pérennisé et s'installe dans le temps comme une entreprise rentable? Alors, on voudrait faire du partenariat déjà. Donc ça sera évoqué en début septembre. Pour l'instant, je peux rien vous dire. Faire des nouveautés, pareil. Et puis augmenter notre force commerciale, parce que comme on s'est séparé de Duralex, eux ils avaient un bureau de vente sur Paris, à Vincennes, ils étaient 70 commerciaux. Du coup aujourd'hui on se retrouve quasiment tout seul. Donc il faut le nerf de la guerre chez nous, ça va être la force de vente. Il va falloir vendre. Et absolument. Tout à l'heure vous parliez des nouvelles embauches. C'est à ce niveau-là que ça va se jouer, sur le pôle commercial. La plupart des embauches, ça va être pour le commerce, et puis aussi en équipe, parce que si on veut tourner dans 2 ans, à peu près à 3 lignes, il va falloir embaucher au niveau des équipes surtout. 5-8, donc ça veut dire conducteur, machine, verrier, et bouffroid au niveau des emballages. Alors profitez, on se parlerait sur Sud Radio, profitez de l'antenne, puisqu'on est sur un jour férié certes, mais quand même sur une volonté d'apporter des bonnes nouvelles. Quels sont les postes que vous recherchez rapidement d'ici septembre? Alors, je vais vous dire des commerciaux, de la maintenance. Ça c'est sûr, de la maintenance jour, conducteur bouchot, donc c'est verrier en fait qui s'occupe du pressage du verre, et à venir du conducteur bouffroid, c'est pareil, ça c'est du 5-8. Et en 5-8. Et comment on fait? On s'adresse directement via le site? Il y a une adresse mail, on peut y aller sans problème? On peut contacter à... Alors attendez, on est en train de vous perdre un tout petit peu, Walter Texera. Vous étiez en train de nous expliquer à quelle adresse mail on peut envoyer des CV. Vous nous entendez bien? Ça y est. Oui. Ça y est, allez-y, reprenez. On peut appeler à l'usine directement, il y a un numéro de standard. Génial. On est joignable tous les jours, il n'y a pas de souci. Il y a le site internet aussi, on peut envoyer des mails. Donc voilà quoi. Et il y a de nouveaux produits que vous allez préparer. On connaît le verre classique, on va dire dans toutes les cantines scolaires. Autre chose pour relancer l'entreprise? Moi non, moi en fait c'est pas mon domaine. Moi je suis à la maintenance, donc des machines de conditionnement, articles finis. Et donc tout ce qui est marketing, tout ça, pour l'instant, il n'y a pas trop d'écho. On n'est pas encore à penser sur les nouveautés. Non. Pour l'instant, ça marche tellement bien depuis que vous avez repris que les nouveaux produits ne sont pas la priorité. Ouais, voilà. Plutôt aujourd'hui, c'est la force. Il faut vendre. Notre priorité, c'est les ventes. Alors justement, si les auditeurs nous écoutent et sont séduits, comment on fait très rapidement pour vous soutenir? Tout simplement. Ils vont tout simplement sur le site internet chez Duralex. Il y a
Il est très bien fait, on va dessus, on peut tout sélectionner, il n'y a pas de souci. Et en préparant cet échange, mon cher Gualter Texera, je rappelle que vous êtes un salarié Duralex. Vous nous expliquez comment les salariés ont réussi justement à sauver cette entreprise qui était promis clairement à l'arrêt, à l'effondrement. 74% de votre chiffre d'affaires se faisait à l'étranger. On a entendu que vous vouliez renforcer le pôle commercial. Exactement. Oui, Europe. Comment vous espérez, même justement en tant que salarié, maintenant que vous êtes un actionnaire, vous êtes un peu votre propre patron, comment vous voulez reconquérir justement le cœur des Français, peut-être les régions, les restaurants, les bistrots, les brasseries? Eh ben, on veut faire aussi du partenariat avec d'autres produits. Donc, ça va nous faire de la pub. Et au niveau du marketing, ils veulent changer d'autres choses. Après, moi, je suis pas trop dans le fil du sujet. On doit faire une réunion en septembre pour expliquer vraiment la force commerciale et puis le plan de vente des articles pour l'année prochaine. Et là, c'est encore tout frais. Donc, il y a la moitié du personnel qui est quasi en vacances, donc pour l'instant on n'a pas trop fait de réunion. En septembre, là, de mémoire, on a réunion le 3, le 4, donc là on va relancer vraiment la machine, quoi. On se remettra sur rail à la rentrée. Merci beaucoup Gualter Texera, salarié Duralex, qui est venu nous raconter et parler vrai au micro de Sud Radio le succès français de Duralex après avoir été soi-disant condamné à l'effondrement, après avoir été placé en redressement judiciaire. Les salariés ont décidé de reprendre leur destin en main. C'est comme ça que ça se passe dans notre pays. Dans quelques instants, on va parler aussi de ce qui risque d'arriver dans notre pays. Vous allez voir, c'est quand même beaucoup moins réjouissant parce qu'on va parler de la variole du singe. On commence à nous dire que si elle arrive en France, en Ile-de-France et même dans d'autres régions, on sera prêt. Je rappelle que la dernière fois qu'on nous a dit ça, on nous a foutu en confinement pendant 2 ans et c'était quand même pas le paradis. À tout de suite sur Sud Radio. L'Organisation mondiale de la santé a déclenché mercredi son plus haut niveau d'alerte sanitaire au niveau international face à la résurgence des cas de variole du singe en Afrique. On parle d'un virus plus transmissible et plus mortel. Rien que ça. Bonjour Antoine Flao. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste, professeur de santé publique. Bon, pour qu'on comprenne bien le problème, prenons ça par le commencement. Quelles sont les raisons de ce niveau d'alerte maximal? On est à combien de cas dans le monde actuellement? Alors, c'est pas tellement le nombre de cas, ni même le nombre de pays touchés, puisque c'est la 2e fois que l'OMS lance une alerte pour Mpox, on l'appelle comme ça maintenant, cette variole du singe, parce qu'en fait, elle ne vient pas du singe du tout, mais plutôt d'un petit écureuil d'ailleurs, des palmeraies en Afrique. Mais en 2022, on avait connu une épidémie, déjà une première alerte. Une première alerte, et lorsqu'il y a eu 70 pays contaminés, l'OMS a décidé de lancer cette alerte. Là, il y a 13 pays contaminés qui sont tous en Afrique, autour d'ailleurs du foyer central qui est, on va dire, celui du Congo et notamment de l'Est de la République démocratique du Congo et les pays limitrophes, on va dire, et c'est parce qu'il y a cette émergence et aussi parce qu'il y a un nouveau variant qu'on appelle le clade 1B qui a émergé. Plus mortel, c'est ça ? Alors oui, c'est très très difficile sur la mortalité et la sévérité parce qu'on est dans des pays extrêmement pauvres et des régions très 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 déshéritées et avec très peu d'infrastructures sanitaires, et donc on a du mal à mesurer la sévérité, mais il semble que, en tout cas, il est une transmission différente des autres. Il n'est pas uniquement cette transmission de l'écureuil des palmeraies vers l'enfant, ou parfois même peut-être, on l'a vu aussi, des transmissions par contact, mais il y a ici sans doute des contacts sexuels. En tout cas, on a vu que des prostituées de mines du sud Kivu ont été contaminées, ont ramené le virus dans les pays voisins. Donc, on peut penser qu'il y a d'autres modes de transmission, peut-être même une transmission par voie aérosol, un petit peu comme le Covid. Donc, on est quand même très prudent aujourd'hui. Et ça, on y reviendra. Vous dites que pour l'instant, ça a touché on va dire les pays limitrophes. Est-ce que ça pourrait atteindre d'autres continents comme l'Europe? Est-ce qu'on peut l'envisager? Alors, vous savez, quand il y avait eu le démarrage, je ne veux pas faire d'analogie trop osée là-dessus, mais quand il y avait eu le démarrage en Chine du Covid, on s'était dit c'est en Chine, bon voilà, ils vont régler leurs problèmes. Oui. En réalité, on s'appelle que la mondialisation rapproche quand même n'importe quel virus qui se trouve quelque part dans le monde.
Oui, les virus connaissent pas les frontières. Donc, si le virus est très transmissible, et ça, on ne sait pas bien. Donc, il faut absolument, dans un pays où de grande pauvreté, il faut qu'il y ait une sorte de solidarité, d'élan mondial pour essayer de mieux comprendre tout ce qui se passe. Il y a un vaccin aujourd'hui, donc on n'est pas du tout dans le cas du Covid. On a un vaccin qui marche bien, qui marche dans 80% des cas. Mais vous voyez, la République démocratique du Congo a demandé d'avoir plusieurs millions de doses. Pour l'instant, on leur a donné que 50 000 doses. Ils sont 99 millions d'habitants en République démocratique du Congo. Donc, il y a vraiment besoin d'un effort et d'une solidarité internationale pour vraiment, je dirais, tuer dans l'œuf ce démarrage épidémique qui est un peu préoccupant. On voit beaucoup de choses circuler, de photos, de vidéos sur les réseaux sociaux et un peu partout dans certains médias. Antoine Flao, épidémiologiste, professeur de santé publique. Justement, quels sont les symptômes de cette variole du singe ? Quel moment on doit s'inquiéter, par exemple? Comme beaucoup de ces maladies qui finalement sont inquiétantes, pour l'immense majorité des cas, ce ne sont pas des maladies très graves. Et on est un peu dans le même cas de figure. C'est pas du tout Ebola. On est plutôt dans un cas d'une éruption cutanée. Alors, ça dépend des groupes. Oui, c'est des boutons. Ça dépend des groupes de virus. Le clade qui émerge a des lésions assez restreintes, parfois sur les parties génitales, sur la peau. Et en fait, pour les enfants, c'est un rash cutané sur le thorax ou sur les bras. En fait, c'est donc pas très grave pour la plupart. Et puis pour certains, soit parce que ça se surinfecte, soit parce que ça peut atteindre des zones, des organes plus vitaux. Il peut y avoir un risque vital et c'est des complications. On ne sait encore une fois pas très bien encore. On comprend pas très bien tous les mécanismes de circulation et aussi de pathogénèse de ce virus. Mais c'est pour cela que l'alerte est déclenchée. C'est pour avoir plus d'investissement de recherche. Donc c'est un peu prématuré de ma part de vous demander comment ça se transmet. On parle de relations sexuelles, on parle en effet, vous commenciez à le dire tout à l'heure, de façon aérosol, un peu comme le Covid. Est-ce qu'il y a par exemple des populations qui sont le plus à même d'être touchées? Est-ce que c'est plutôt de jeunes adultes? Est-ce que c'est de vieilles personnes? Alors, ce qu'on voit, c'est que, en fonction du virus et de ses mutations, le mode de transmission n'est pas le même. Dans l'épidémie dont on a parlé tout à l'heure, qui en 2022 a concerné 111 pays dans le monde, c'était par voie non pas sexuelle, au sens, c'est pas probablement par le sperme qu'il était transmis, mais plutôt par contact et par grande proximité de contact lors des actes sexuels, notamment entre des hommes ayant des contacts sexuels avec d'autres hommes. Donc c'était plutôt des homosexuels masculins ou des bisexuels qui ont transmis la maladie et qui, en fait, c'est une communauté qui est quand même très habituée, à cause de l'expérience du sida, à lutter contre la propagation dans leur communauté. Et à très vite prendre les réflexes, peut-être. Oui, il y avait le vaccin qui était disponible, c'était des pays plutôt riches et ils ont pris finalement les bonnes attitudes pour limiter l'expansion. Et aujourd'hui, ce virus circule toujours. Il y a des cas en France, mais à vraiment très faible intensité. En revanche, ce clade 2B qui se répand un peu comme une traînée de poudre en ce moment en Afrique centrale, mais aussi dans tout le pays de la République démocratique du Congo, on pense qu'il y a d'autres modes de transmission et que c'est probablement, je dirais, un mode plus partagé. Il y a probablement aussi des transmissions interhumaines qui ne concernent pas les relations sexuelles. La dernière épidémie qui a laissé de vifs souvenirs dans nos esprits, c'est évidemment le Covid pendant des années. Est-ce que, d'une façon ou d'une autre, on peut comparer les deux? Non, ce qu'on peut comparer, c'est d'abord c'est une maladie transmissible due à un virus et que ce que l'on sait, ce que l'on peut disons utiliser, c'est l'expérience passée du Covid pour lutter contre le démarrage d'un foyer comme ça. On sait que le Mpox, ce virus, est capable de traverser les frontières. Il a atteint 111 pays en 2022-2023. Il est donc tout à fait capable de le faire à nouveau. Donc il faut tout faire pour que ça n'arrive pas. Et je pense que l'urgence de santé publique, de portée internationale, c'est vraiment l'idée de prévenir le maximum de pays possible en disant voilà, dès très vite, il faut mettre en place potentiellement des gestes barrières maintenant qu'on connaît un tout petit peu comment se propage ce virus. Rappeler la vaccination, j'imagine. Alors, on n'en est pas encore là, si je puis dire. On n'est pas encore. Quels sont les premiers réflexes, on va dire, que doivent prendre les pays occidentaux, l'Europe, on va dire, qui a été alertée hier? Quels sont les premiers gestes barrières, on va dire, ou quels sont les rappels très importants à faire? À mon avis, les rappels très importants aujourd'hui sont pas au niveau de la population, parce qu'on n'est pas dans une
Pas encore, selon vous. Dans un risque imminent d'épidémie dans la population. Donc c'est plutôt au niveau de l'agenda politique. Il faut arrêter de se dire ça se passe loin de chez nous, ça ne nous regarde pas. Donc c'est au contraire, ça se passe loin de chez nous, on ne veut pas que ça arrive et que ça se répande dans le monde, et on veut aussi être solidaire pour que tous ceux qui souffrent de cela, alors qu'il y a un vaccin, alors qu'on a tous les moyens de lutter contre, eh bien il faut qu'on arrête tout cela. Il ne faut pas que ça déborde. On sait très bien les conséquences majeures, y compris économiques, sanitaires bien sûr, mais aussi sociales. On sait qu'elles sont majeures lorsqu'il y a une pandémie, donc ça c'est l'expérience qu'on a. On ne veut pas que ça se reproduise et on a tous les moyens aujourd'hui pour que ça ne se reproduise pas. Donc, quand vous dites ça, je vais m'engager vers une question peu optimiste. Enfin, la dernière fois qu'on nous disait, mais vous inquiétez pas, on a tous les moyens, on connaît ça, on a un système de santé performant, etc. La dernière fois, c'était quand même le Covid et ça vous a pas échappé, comme vous venez de le rappeler, qu'on s'en est pris pendant 2 ans. Donc, est-ce qu'on est sûr cette fois-ci d'avoir les connaissances, les gestes barrières, le niveau de santé suffisant, surtout que, et on en a beaucoup parlé ici sur Sud Radio, par exemple, les systèmes des urgences certains sont en grève, beaucoup sont surchargés, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et c'est naturellement une façon, on va dire, assez négative de voir les choses, mais est-ce qu'on est sûr que la France pourrait faire face à une arrivée, même pas immense, mais une arrivée déjà solide de cas de variole du singe ? Non, mais votre question est très pertinente et c'est pas du tout un excès de pessimisme. Il est vrai que le fait que l'OMS déclare une urgence de santé publique de portée internationale ne résout pas le problème. Le problème sera résolu que si véritablement les gouvernements s'engagent, en particulier à distribuer des doses de vaccins et à produire des doses de vaccins et peut-être à aider aussi, pour une fois, profitons de cela pour aider l'Afrique, le continent africain, à produire elle-même ces doses de vaccins. Bien Donc sûr. il faut que le vaccin, puisque la grande différence quand même avec le Covid, quand le Covid a émergé, on ne disposait d'aucun outil, ni vaccin, ni antiviral, ni même diagnostic au tout début. Donc je veux dire, aujourd'hui on a tout ça, on a tous les outils diagnostiques, on a tous les vaccins disponibles, on a même l'antiviral disponible, mais les pays qui en ont le plus besoin n'en disposent pas ou très très peu. Donc ça, c'est très scandaleux, si vous voulez, au sens humanitaire du terme, mais en plus, c'est stupide. C'est-à-dire que si on veut que justement on n'ait pas à faire appel à un afflux massif de patients dans nos hôpitaux, comme vous le disiez, comme vous le redoutiez à tout juste titre, eh bien il faut juste pouvoir apporter des millions de doses en ce moment aux pays africains qui en ont besoin. Antoine Flau, épidémiologiste, professeur de santé publique. Une dernière question après le Covid et les différents, on va dire, réactions qu'il y a eu, le fait qu'on soit littéralement fermé pendant plusieurs mois. Certains, évidemment, se sont enfermés dans des boucles cognitives d'une certaine façon. On voit déjà apparaître des messages complotistes, des messages d'alerte. Vous, l'épidémiologiste, qu'est-ce que vous voudriez dire à ces gens qui pensent que ça y est, c'est à nouveau un retour du Covid, on va nous mentir, tout ça c'est pour produire des vaccins. Bref, ce qu'on peut entendre parfois à intervalles réguliers. Quelle est non pas la voix de la raison, l'expression n'est pas la bonne, mais quels sont les quelques mots à leur dire pour, on va dire, les alerter réellement sur ce qui se passe ? Alors, je pense que ce qu'on peut se dire, c'est que contre le Covid, les pays qui ont le mieux marché sont ceux qui avaient le plus confiance dans la science, dans leur gouvernement et dans leur expertise collective. C'est-à-dire que et la France et l'Europe en font vraiment partie. C'est-à-dire que c'est vraiment, même il y a toujours bien sûr c'est très bien d'ailleurs et c'est très sain qu'il y ait des échanges. C'est normal qu'il y ait des gens qui se posent des questions. On peut pas appeler complotiste toute personne qui se pose des questions. On peut se poser des questions, y compris pourquoi pas vis-à-vis des profits que peuvent générer ces épidémies sur certains camps ou certains groupes. C'est tout à fait normal. Et c'est en pleine démocratie que l'on peut répondre à ces questions. Mais lorsque vous disposez d'une expertise collective, par exemple l'OMS, quand elle dit « je déclare l'urgence », quand le directeur général dit cela, il repose cette décision sur une expertise collective d'un comité d'urgence totalement indépendant de l'OMS, qui est vraiment de gens constitués vraiment de gens experts du domaine, qui connaissent extrêmement bien et le virus et sa transmission et toutes les connaissances, même imparfaites, que l'on a sur le sujet. Et c'est eux qui donnent un avis, qui font prendre la décision au directeur général de l'OMS. Donc confiance dans la science et les institutions médicales qui nous alertent. Et voilà, on a aussi en Europe, il y a une excellente agence du médicament qui est très impartiale, qui est multi-pays, qui s'appelle l'IMA. Et je pense que lorsqu'elle vous dira il faut vous faire vacciner, eh bien vous avez quand même vous bénéficiez d'une expertise collective indépendante et impartiale. Je pense que c'est cela qu'on peut le plus promouvoir aujourd'hui.
Merci beaucoup Antoine Fléau, épidémiologiste, professeur de santé publique, de nous avoir alertés ou justement d'avoir fait preuve d'énormément de pédagogie pour nous expliquer ce qu'était ce fameux virus dont l'OMS nous a alerté sur la gravité hier soir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, vous restez évidemment sur Sud Radio parce que ce sont les grands débats de l'été qui s'ouvrent. On s'interroge sur Bernard Cazeneuve, la piste Bernard Cazeneuve pour gravir les marches qui mènent à Matignon. Je ne savais pas visiblement lors des dernières législatives qu'on avait signé pour le retour de la République au costume 3 pièces et au chapeau à feutre. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Je veux vous dire que la bande de mousquetaires autour de la table est prête pour 7h30 de débat, décortiquer l'actualité, puis évidemment échanger avec vous, les auditeurs, sur l'application Sud Radio, sur les réseaux sociaux. Et je rappelle le numéro du standard, c'est le 0826 300 300, c'est le 15 août. Mais je vous rassure, le camarade Manu vous attend au standard pour accueillir vos appels durant la durée de cette émission et pour passer votre coup de gueule aussi, ou tout simplement aller interpeller aujourd'hui nos débatteurs. Olivier D'Artigol, chroniqueur politique, bonjour. Bonjour les amis. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. Philippe Bouriaki, conseiller régional d'écologistes Île-de-France, merci beaucoup d'être avec nous. Et nous sommes avec Jacques Millard à distance, maire LR de Maisons Laffitte. Bonjour. Bonjour, salut et fraternité. Voilà, vous avez le ton du débat. De quoi on va parler ? Dans une grosse demi-heure, on abordera le véritable, on va dire, héritage des Jeux Olympiques. C'est visiblement la popularité du retour de la police de proximité. Ça avait été largement critiqué, notamment par la droite, mais là ça revient par voie de gauche, Parti communiste et député du côté du Parti socialiste. Il y a eu même une petite tribune dans Le Monde dont je vous livrerai quelques extraits. On se demandera si c'est pas ça véritablement qu'il faut remettre en place. Cécile Duflot. Alors Cécile Duflot, vous allez voir, elle est formidable. Elle donne une interview dans Le Monde. Et comment, à votre avis, auditeur de Sud Radio, elle a compris qu'il fallait de l'unité dans le pays. Elle a vu l'engouement pour le film, un petit truc en plus d'Artus, et elle s'est dit ça c'est quand même la preuve que le pays veut se rassembler, veut de la concorde, veut des politiques qui cessent de s'entretuer. Je vous assure que ce n'est pas une blague, on y viendra dans quelques instants, mais pour l'instant, Bernard Cazeneuve, ça non plus, ce n'est pas une blague. Hop, le petit chapeau feutre sur la tête, le costume 3 pièces, l'impair, les chaussures, les chaussures avec la petite chaussette rouge Garimelli, tout y est. Et figurez-vous que c'est à lui qu'on pense pour prendre le poste de Premier ministre. On dit que l'entourage du chef de l'État l'a approché, on dit que des parlementaires également de droite, c'est dans l'opinion ce matin, ont été approchés, visiblement ne voient pas d'obstacle à ce que Bernard Cazeneuve se dirige tranquillement, escorté dans la voiture attitrée, direction Matignon. Olivier D'Artigol, qu'est-ce que ça vous fait sourire ? Vous y êtes déjà. Mais oui. Bon, c'est un profil qui circule depuis pas mal de temps. Oui. Déjà. Mais là, on nous dit que ça y est, on a vraiment approché politiquement les gens avec qui on pourrait travailler. Avant la dissolution de mémoire, c'est-à-dire un profil de la gauche régalienne, j'ai envie de l'appeler ainsi, qui dénonce le nouveau Front populaire et plus particulièrement la sensibilité insoumise au sein de ce nouveau Front populaire, avec bien sûr un pédigré ministériel à la fois à Beauvau et à Matignon, et un profil pouvant discuter, créer des consensus texte après texte avec le centre droit et une partie de la droite. Donc tout ça, le profil, on le connaît. Le seul problème, c'est après la ferveur des JO, c'est pas véritablement un profil qui va provoquer un immense waouh. Non, ce n'est pas un renouvellement du personnel politique. On sait que. Puis j'ai tendance à croire que quand un nom est évoqué sur une longue durée, comme c'est le cas aujourd'hui pour Bernard Cazeneuve, parce qu'on parle de lui beaucoup depuis pas mal de semaines, c'est comme si, quand bien même il ne fait rien et ne dit rien, son nom commence à s'épuiser, en fait. Cette candidature commence à s'abîmer à force d'être envisagée et sans que cela n'atterrisse. Xavier Bertrand se trouve à peu près dans le même statut. Jacques Millard, maire LR de Maisons Laffitte, quel est votre avis sur Bernard Cazeneuve ? Apparemment, il y a déjà certains de vos collègues qui sont prêts à travailler avec vous aussi ? Écoutez, moi je ne vais pas travailler directement avec lui parce que je ne suis pas élu député, malheureusement, après un échec, mais le combat continue, car il ne faut jamais baisser les bras. Ce qui est certain, c'est que Bernard Cazeneuve, moi je le connais, effectivement, c'est un socialiste bon teint, régalien, etc. Donc, en tout état de cause... Mais le LR que vous êtes ne voit pas d'obstacle à travailler avec un socialiste ?
Non, mais attendez, vous savez, on a été en cohabitation jadis, donc ça crée des liens. Mais ce qui est, en tout état de cause, c'est au président de la République de décider. C'est pas à moi. C'est-à-dire que c'est au président de la République, conformément à la Constitution, de dire « je demande à monsieur X ou à monsieur Y de constituer un gouvernement ». Donc on va voir ce qu'il fait. Mais comme vient de le dire Olivier, c'est vrai qu'on en parle depuis pas mal de temps, comme avec Xavier Bertrand, et qu'ils peuvent être épuisés. Ils peuvent être épuisés avant même d'agir. Donc attendons de voir. Moi, je ne vais pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et en tout état de cause, on sait très bien qu'il aura des difficultés énormes, car il va falloir présenter un budget. Et c'est là où les atteignir vont s'atteignir, comme disait ma concierge. Merci, on rend hommage à votre concierge qui a visiblement le sens pour développer quelques mots proches d'Audiard. Philippe Bouriakir, conseiller régional d'écologie d'Île-de-France, ça devrait vous réjouir. C'est plus ou moins un Premier ministre qui est issu de la façon dont vous voyez les choses en politique, non? Alors nous, à l'écologie au centre, on fonctionne avec le consensus. On peut faire des compromis sans compromission, et de toute façon, c'est ce qui se passe en vérité au niveau du Parlement européen. C'est pas très culture 5e République, mais en tout cas, ça s'impose de fait depuis les dernières élections législatives. Alors effectivement, c'est un homme consensuel, Bernard Cazeneuve. Je remarque que Thomas Porte a commencé à tirer dessus, mais à boulet rouge. Député France Insoumise. Il existe sur Twitter, mais je suis pas sûr qu'il soit connu par tous nos auditeurs de Sud Radio. On rappellera son parcours, PS, Génération S, enfin trahi le PS pour aller à Génération S, puis directeur de campagne de Sandrine Rousseau, et à peine Sandrine Rousseau avoir perdu face à Yannick Jadot, fuir rapidement chez LFI pour pouvoir s'assurer son avenir. Donc je vous montre un petit peu le pédigré, mais on voit que la France Insoumise commence à tirer à boulet rouge en disant que c'est pas un mec de gauche. Alors pourquoi pas, mais c'est surprenant qu'ils aient accepté François Hollande. Est-ce que vous trouvez ça normal que la France Insoumise se retrouve à donner des brevets? Écologie au centre. Oui, non, mais on globalement dans les esprits une sensibilité plutôt à gauche. Est-ce que ça vous interpelle que un parti comme la France Insoumise donne, on va dire, des brevets de respectabilité à Bernard Cazeneuve pour savoir qui est de gauche? Ah, mais moi, parce que vous êtes peut-être même d'extrême droite pour eux. Hein. Mais je vous confirme. je vous le confirme. C'est signé, c'est vendu. Non, mais la France Insoumise, moi, je les mets face à face ou dos à dos avec le Rassemblement national. Donc pour moi, ils sont plus dans le champ républicain, et surtout depuis les derniers événements, ils bordélisent tout et ils jouent sur une désorganisation. Donc de toute façon, aucun nom ne sera bon pour eux, sauf si c'est celui de Jean-Luc Mélenchon. Mais je voudrais dire à nos amis, parce que j'ai encore quelques amis de gauche, et puis j'ai quand même une sensibilité. Ça arrive à des gens, très bien. J'ai quelques amis, y compris à Europe Écologie Les Verts et au PS. Moi, je voudrais surtout m'adresser au président de la République. On vient de vivre 15 jours extraordinaires de liesse nationale. Il faut continuer dans cette dynamique d'union nationale pour pouvoir, parce qu'il n'y a aucun bloc qui a la majorité à l'Assemblée nationale, vous l'avez remarqué, et donc pour pouvoir avancer ensemble, et en même temps envoyer un message très fort au reste du monde. Le même message que les Jeux Olympiques. Je suis pas sûr que le message envoyé potentiellement par Bernard Cazeneuve soit très fort justement aux yeux du monde. Non, du tout. Voilà. Mais le message des élections législatives qui nous a été envoyé, ça a été tout sauf le Rassemblement national, et on va faire bloc et on va expliquer que la France, c'est nous tous et nous toutes. Non mais globalement, vous avez des gens des Insoumis qui ont voté pour des gens d'En Marche, et des gens d'En Marche qui ont voté pour des Insoumis. Au Front républicain. Oui, le Front républicain. Alors, dans ce Front républicain, il dit quoi? Il dit que quelle que soit notre origine, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre religion, nous sommes français. Qu'est-ce qui fait France? C'est la cohésion nationale. Et la cohésion nationale, elle n'a pas que des échecs qu'on montre en boucle souvent, issus des quartiers et des minorités, elle a aussi des belles réussites. Et moi, dans ce moment, et pourtant je suis pas la famille politique du Parti Socialiste, moi il y a un type qui m'épate, que je trouve surprenant, remarquable, et quand j'ai lancé, d'ailleurs sur Sud Radio vous avez l'exclusivité, j'espère qu'il deviendra Premier ministre, quand j'ai lancé le nom de Karim Bouhamma, le maire de Saint-Ouen, eh ben, figurez-vous, tous les retours que j'ai eus de gauche et de droite m'ont dit mais quelle excellente idée. Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Donc, est-ce qu'on n'est pas là dans le mirage médiatique? Je pense à vous notamment, Jacques Maillard, quand on sort comme ça certains noms. Bon, il a été un peu salué par la presse allemande parce qu'on le présente comme Obama français. On le rappelle que c'est le maire de Saint-Ouen. Ici même, à ce micro, Gaspard Ganzer l'a présenté comme étant son coup de cœur parce que c'est celui qui pourrait aller conquérir le cœur des Français. Bon, je pense que le cœur des Français est très éloigné pour l'instant du charmant maire de Saint-Ouen. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jacques Maillard? Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Il faut regarder la réalité en face et on va vers une crise de régime.
C'est pas la peine d'épiloguer. Est-ce que un tel, un autre pourrait avoir la possibilité politiquement, la force d'unir des forces antagonistes? Je n'y crois pas. Et c'est aussi simple que ça, parce qu'il va y avoir un débat ô combien difficile qui est le budget, et on voit bien que sur les problèmes budgétaires, on a tout et son contraire. Donc, je crois qu'on est parti pour une zone d'instabilité et même de chaos, je dirais, politique. Ça ne pourra se résoudre que par, et certains l'ont déjà dit, je suis extrêmement surpris d'apprendre que Mencks lui-même, c'est tout dire, Alain Mencks demande la démission et la mise en cause du président et de la démission du président pour arriver à une nouvelle élection présidentielle qui est, je dirais, la pierre angulaire du système politique de la Ve République. Donc moi, je ne crois pas au succès de qui que ce soit pour gouverner dans ce chaos que nous avons à l'Assemblée. C'est aussi simple que ça. Olivier d'Artigol, chroniqueur politique. Non, je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut arrêter avec la Star Academy de cet été qui est longue, beaucoup trop longue, à Matignon, où les noms se suivent sans que aucun d'entre eux ne semble pouvoir résoudre l'équation parlementaire. Moi, je suis totalement d'accord avec la formule d'une crise de régime. Elle s'est ô combien aggravée avec une dissolution sans clarification, avec une procrastination tout l'été et qui dure. Vous savez, Alain Mencks, c'est pas quand même un zadiste. Hein. C'est-à-dire, pour que Alain Mencks dise on est au bout du bout. Pas un zadiste, oui, ça c'est clair. Comment ? Pas un zadiste, non, pas du tout. Ça, non, mais c'est quand même un profil assez raisonnable pour le bloc central. Pour que de l'intérieur même, une personnalité telle que Alain Mencks dise je ne vois pas d'issue, si ce n'est écourter le mandat présidentiel, parce que cette équation politique fait que l'Assemblée peut durablement être ingouvernable. Or, nous avons des échéances. On parle beaucoup des échéances budgétaires. Mais nous sommes en plus sous une procédure de déficit excessif avec la Commission européenne. On doit rendre une trajectoire de finances publiques à la mi-septembre pour montrer patte blanche, notamment au marché financier. Est-ce que le Haut Conseil des finances publiques va avoir ou non un projet de budget? J'ajoute une dimension. L'équipe sortante dit oui, mais enfin, nous sommes en train de préparer, les ordinateurs Bruno Le Maire nous dit vous inquiétez pas, je gère tout. Tout ça sera balisé, il suffira de rester dans les clous. Mais il n'y a pas un acte politique plus important sur une année, que ce soit pour la nation ou pour une collectivité, que le budget. Donc il y a quand même une crise démocratique, qu'une équipe qui a perdu puisse nous dire ce qu'est le budget de demain. Est-ce que visiblement c'est autour, puisqu'on parle d'une équipe qui a perdu, du joueur Bernard Cazeneuve avec un numéro exceptionnel et le brassard de capitaine qui peut entrer à Matignon? On attend votre avis au 0826 300 300. Bernard Cazeneuve, futur Premier ministre, ou alors mirage politique et médiatique? À tout de suite sur Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Même un 15 août, on ne vous lâche pas sur Sud Radio. C'est pour ça que vous êtes à l'écoute de cette radio le reste de l'année. Nous sommes toujours en compagnie des mousquetaires Jacques Millard, Philippe Bouriaki, et Olivier d'Artigol, chroniqueur politique. Et on se posait la question avec Bernard Cazeneuve, qui, bien sûr, était déjà évoqué depuis plusieurs semaines comme un potentiel Premier ministre idéal. Mais surtout, moi j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est pas le retour des vieux éléphants? Quand je vois les noms qu'on nous propose, que ce soit les vieux éléphants du Parti Socialiste ou même à droite avec Xavier Bertrand, est-ce que c'est pas le retour à la vieille politique, finalement aux personnes qui ne font que ça de leur vie? Est-ce que c'est pas le moment de changer de politique, Jacques Millard? Oui, je voudrais juste te dire, Maxime, qu'en réalité, il faut pas, je dirais, critiquer les vieux. Pourquoi? Parce que moi, je me sens de plus en plus jeune, premièrement. Mais vous l'êtes, mon cher Jacques, vous êtes une exception. Et parce que je crois qu'il faut une certaine expérience politique pour justement essayer de gouverner à travers ce salmigondi que nous avons. Et donc, ce n'est pas... Vous savez, je vais vous dire, être jeune, c'est une maladie dont on se guérit rapidement. Et deuxièmement, parce que il faut ici du savoir-faire. Et Cazeneuve, pour pas le nommer, même si c'est un social-démocrate à mes yeux, c'est pour ça que les mélenchonistes n'en veulent pas, c'est un social-traite, il n'en demeure pas moins qu'il a un certain nombre son expérience
peut lui permettre de durer un temps certain. Ça va pas durer très longtemps, mais il peut durer un temps certain. Ce qui est clair, c'est qu'il faut donner, je dirais, la politique, c'est une expérience d'abord. Ce n'est pas, c'est des convictions, c'est des cohérences, mais c'est aussi une expérience qui permet. Regardez ce qui s'est passé dans le passé, que ce soit un Jacques Chirac, que ce soit un François Mitterrand, et je nomme François Mitterrand, ils avaient, je dirais, du savoir-faire, bien, dans une conjecture qui était différente. Donc, il faut arrêter de dire, il faut un jeune. Je suis désolé. Non, écoutez, c'est pas tellement l'obsession de la jeunesse qui m'appartient. Quand on regarde mes références, ils sont tous morts. Donc globalement, j'ai pas une fascination totale pour la jeunesse. Je suis né beaucoup trop jeune, enfin beaucoup trop vieux dans un monde trop jeune de mon côté. Mais ce que je veux dire, c'est, on va dire, du renouveau dans les profils. Je pense à beaucoup, notamment les 20 millions d'électeurs et l'FIRN qui ont voqué, qui veulent mine de rien une rupture. Et je me dis, est-ce que quand on va chercher des prénoms dont on a l'impression qu'ils sont depuis qu'on est né dans le paysage français, est-ce qu'on n'envoie pas un signal, malgré bien sûr la nécessité d'expérience, de conviction, de connaissance de l'État? Est-ce qu'on n'envoie pas un message contradictoire? Je crois que Chantal, qu'on va accueillir. Bonjour Chantal. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous nous avez appelé au 0826 300 300, fidèle auditrice de Sud Radio. Vous nous appelez de Narbonne et visiblement je tape à côté parce que vous, Bernard Cazeneuve, c'est un peu votre chouchou. Disons que si vous voulez, ce n'est pas mon chouchou, mais dans le contexte actuel qui est vraiment très merdique, excusez-moi l'expression, mais je pense que parmi les mots, il faut choisir le moindre. C'est un homme qui me paraît valable pour la bonne raison qu'il est discret, il est efficace, et que donc, quelles que soient mes convictions personnelles, je pense que c'est un homme qui a un potentiel, qui est sérieux, qui a jamais fait parler de lui, qui apparaît, disons, un peu sortant du lot parmi nos politiques actuelles. Voilà. Et donc, moi, c'est un candidat qui me paraît valable, parce que dans l'état où nous sommes, vous rejoignez Jacques Millard qui dit qu'il nous faut quelqu'un, mine de rien, avec de l'expérience, une petite connaissance de l'État quand même, parce que la période va secouer. Voilà, moi je pense que la rentrée risque d'être chaude, je ne le souhaite pas, mais je pense que ça, après toutes nos festivités, vous savez, du pain et des jeux c'est bien connu, mais il s'avère que la rentrée risque d'être chaude. Après, bon, c'est mon opinion personnelle, ça n'engage que moi, mais même si vous voulez, je ne suis pas dans un raisonnement pro socialo, etc. Je pense que Bernard Cazeneuve est une figure, qui est un monsieur qui a fait son boulot, qui est droit dans ses bottes et qui me paraît nettement au-dessus du lot. Et par rapport aux socialistes dans leur globalité, sans compter les extrémistes, vous dites c'est loin d'être le pire. Je pense que non, c'est même, je dirais, parmi les meilleurs. Un bon cru. Enfin, moi, je pense que c'est un homme vraiment efficace, discret, qui n'a pas fait parler de lui et qui n'a pas de curriculum vitae entaché. Ben écoutez, merci beaucoup Chantal de nous avoir appelé au 0826 300 300. Au moins lui, il n'a pas le CV entaché, nous dit Chantal. Philippe Bouriaki, ça renforce votre idée quant à Bernard Cazeneuve gagnant de ce potentiel pari pour Matignon. Ah non, ça renforce mon idée qu'il faut absolument Karim Bouamram ou quelqu'un de sa génération. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Non, mais attendez. Non, mais c'est intéressant. Vous l'avez dit tout à l'heure à juste titre, il y a 20 millions de nouvelles personnes qui ont voulu renverser l'échiquier parce que insatisfait. Voilà, l'échiquier qu'on nous présente était poussiéreux et puis on parle d'expérience soit, mais si c'est une expérience qui emmène aux catastrophes, non merci. Et on voit depuis 40 ans les politiques qui ont été menées ne répondent pas aux aspirations des Français. Je ne sais pas si vous avez vu l'engouement de cette jeunesse et surtout de cette jeunesse connectée. Le monde a changé. Connecté à Jordan Bardella en l'occurrence. Aussi, bien sûr, mais parce qu'il sait leur parler, il sait, il est percutant sur plein TikTok, de sujets. Notamment. Mais bien sûr. Non, mais quand vous êtes le premier quelque part, sur TikTok. Après, peut-être moins en débat, nous dira Olivier D'Artigol. Non, mais en tout cas, on voit dans ces meetings, etc. Ce que je veux dire, c'est que cette jeunesse, cette nouvelle génération n'a pas connu le rideau de fer et sait que dans quelques années, on va envoyer des gens sur Mars. J'extrapole comme ça de manière assez vulgaire, mais pour dire que le monde a changé. Et quand le monde a changé, il faut parler avec les gens qui sont capables de vivre dans ce monde-là et d'accompagner ce changement. Et
un homme qui n'a pas fait que de la politique toute sa vie de manière professionnelle, je reviens encore à nouveau au maire de Saint-Ouen, Karim Bouamram, qui a été cité, effectivement, comme on l'a dit, par la presse allemande, mais aussi par le Time, aussi par le New Yorker, qui sont pas que des gauchos fous furieux, qui est aussi de cette mouvance de la social-démocratie et qui peut unifier un pays qui est hyper fracturé. Donc soit on continue dans l'accord républicain de dire les extrêmes, on n'en veut pas et on veut quelqu'un qui puisse être fédérateur, qui parle aussi bien à la campagne qu'aux banlieues, et puis on montre un vrai image, celle de l'équipe de France. Oui, mais quand on regarde les arguments qui parfois viennent s'opposer, vous parliez de la banlieue, excusez-moi, mais la banlieue, c'est quelqu'un qui considère comme Bernard Cazeneuve que la personne, en tant que ministre de l'Intérieur, qui a élargi le cadre de la légitime défense pour les policiers, qui sont capables de vous dire que Bernard Cazeneuve, c'est lui qui a permis à ce qu'on tue Naël. Je veux dire, c'est aussi ça, malheureusement, qu'on peut aussi, pas toute la gauche et pas toute la jeunesse, mais c'est aussi ça et pas toute la banlieue. Et pas toute la banlieue, bien sûr, mais il y a aussi une partie des jeunes qui se disent Bernard Cazeneuve, dans l'imaginaire collectif, c'est lui qui a réprimé des manifestations pour la loi travail, c'est lui qui a assoupli le cadre de légitime défense pour les policiers. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, mine de rien, un signal contradictoire avec le profil de Bernard Cazeneuve sur ces questions-là, par exemple, Olivier d'Artigol? Oui, mais la difficulté que nous avons, y compris dans ce débat, c'est que nous ne trouvons pas une solution idéale à un problème politique qui est très installé dans le pays, avec une crise démocratique, une crise de régime, une crise de défiance. Et puis, il y a ce hiatus, avec 3 scrutins, européennes, premier tour législatif, second tour législatif, quelles que soient les interprétations, on peut quand même converger sur l'idée que le suffrage universel envoie un signal, il faut du changement. Oui, ça c'est sûr. Ça, personne ne peut le contester. C'est d'ailleurs pourquoi, au sein de la Macronie, ils disent que le fauteuil à Matignon doit donner un parfum de cohabitation. Ils sentent bien que s'ils nomment quelqu'un directement du bloc central, il y aurait le sentiment d'un immense bras d'honneur au suffrage universel. Un braquage. Mais en quoi le profil, avec toutes les qualités qu'il peut avoir, de Bernard Cazeneuve répond à cette équation. J'ai plutôt le sentiment que le bloc central essaye, après avoir théorisé le fait qu'il était à lui seul le camp de la raison, en renvoyant toute alternative politique aux enfers et à la démesure et à la critique systématique, ça ne pourrait que envoyer le signal. Bon, écoutez, vous pouvez vous rendre aux urnes, mais ça va continuer comme si de rien n'était. Et il faut bien, il y a beaucoup de personnes cet été, quel qu'ait été leur vote, je crois, parce qu'ils me disent pas directement ce qu'ils ont voté, qui me disent, mais comment ça va se passer? Et dans ce comment ça va se passer, il y a y compris, est-ce que je vais pouvoir ne plus avoir la boule au ventre concernant mon avenir, concernant la situation de mes enfants, mon territoire. Et il y avait un bouquin passionnant, je n'ai plus son nom, mais sur cette jeunesse de la ruralité profonde, qui était celle loin pour qui la mobilité, par exemple, est le premier obstacle pour avoir un emploi. Mais par exemple, pour cette strate-là de la population, comment on leur répond aujourd'hui? C'est ce qui avait été à l'origine des Gilets jaunes. Il y a donc une cocotte minute dans notre société à laquelle aujourd'hui Emmanuel Macron semble ne pas vouloir répondre. Et Jacques Millard, vous, justement, quand le camarade Olivier d'Artigol nous dit qu'il y a quand même une préoccupation, les gens ont quand même voté, mine de rien, pour ne pas avoir une sorte de réapparition du bloc central, est-ce que LR, visiblement, qui voit en Bernard Cazeneuve un compatriote plutôt amical gravir les marches de Matignon, est-ce que là aussi, il n'y a pas un problème d'analyse dans la volonté d'être prêt à travailler avec quelqu'un qui, sur le papier, avec qui vous n'avez rien à faire? Ce qui est certain, et là je suis en désaccord avec certains de mes compagnons LR, c'est que vouloir reconstituer un bloc central, c'est effectivement continuer ce qui s'est passé depuis toujours, et l'UMP a échoué parce que ce qui a été le RPR avec une politique nationale assez cohérente, etc., par rapport à l'apport UDF, on s'est je dirais centralisé. Et donc, on est devenu une force politique inaudible, incohérente par rapport à ce qui a été, je dirais, le RPR qui avait une politique cohérente. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tous nos compagnons, beaucoup de nos militants sont partis chez Marine Le Pen ou ailleurs. Donc, reconstituer une force centrale, c'est, je dirais, refaire les erreurs du passé pour l'échec.
pour l'échec. Reprendre un ticket pour l'échec. Il y a un moment, il faut se dire, eh bien, écoutez, si les Français ont décidé que c'est une politique qui est cohérente, mais qui est sur, je dirais, des gens qui ne sont pas centristes, eh bien, je ne vois pas pourquoi. Sinon, il faut, comme disait Beckett, il faut changer le peuple. Je crains que changer le peuple, je crois que changer le peuple, ça ne sera pas une mince affaire, mais en tout cas, on espère qu'une grande partie du peuple écoute Sud Radio parce qu'il aime qu'on parle vrai. Quelqu'un, en revanche, qui, elle, n'est pas prête au compromis, c'est Cécile Duflot. Elle revient dans une interview dans Le Monde et elle nous dit, heureusement, elle est allée au cinéma, elle a vu le film Un petit truc en plus d'Artus. Elle nous dit, ça y est, avec ça, j'ai compris la France. La France, qu'est-ce qu'elle veut? Mesdames, messieurs, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut de la concorde, elle veut de la tranquillité, elle veut de la réunification. Rien que ça, c'est beau comme du Miss France. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Voilà, elle est beaucoup moins sympathique que l'ami Jean-Paul Delperrier, mais c'est le retour de Cécile Duflot qui revient dans une tribune dans Le Monde. C'était totalement gratuit, mais ça fait une transition, ma foi, sympathique. Elle dit quelles leçons tirer finalement de ce qui vient de se passer ces dernières semaines. Je rappelle aussi qu'elle est la directrice générale d'Oxfam France. On la voit revenir, on va dire, dans les médias et dans les journaux parce qu'une fois par an, cette institution, on va dire, cette entreprise produit un rapport sur les inégalités, sur les qui est pour certains considéré comme étant le Graal de ce qu'on peut faire d'un point de vue économique. Pour d'autres, c'est quelque chose de totalement engagé. On aura l'occasion d'y revenir, mais mine de rien, elle plaide pour une coalition climatique. Elle dit que la transition écologique, que la transition climatique, que tous ces thèmes-là sont suffisamment puissants pour, on va dire, entraîner une partie de Français derrière elle. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier D'Artigol ? Très personnel, j'aime bien la figure de Cécile Duflot, notamment sur sa capacité d'avoir été une dirigeante de la gauche, de l'écologie, d'avoir eu des responsabilités ministérielles, puis après d'être allé vers d'autres cieux. Tout le monde ne le fait pas. Moi, j'apprécie plutôt les productions d'Oxfam parce que ça nous permet en effet d'avoir un autre regard que celui des économistes libéraux qui m'expliquent depuis des années que tout ça va être réglé par la main invisible du marché, et nous voyons que ça se passe pas véritablement comme ça. Concernant ces deux propositions dans cette tribune, engagé. Je suis en train de perdre notre animateur avec ce que je viens de dire. Je sais bien. Oui, c'est alors, engagé concernant dans toutes les écoles deux de commerce. principales propositions, qu'il y ait urgence climatique, je sais bien, mais il y a toujours nécessité de lier, d'après moi, urgence climatique et urgence sociale. Puis le second, sur la proportionnelle, véritablement, c'est une vieille lune, un marronnier, chaque fois qu'il y a mais là, sur le coup, c'est éventuellement quelque chose on va dire, c'est un sujet sur lequel on peut lui donner raison. Peut-être que la proportionnelle, ça n'a que trop duré, et à la limite, ça c'est bien qu'elle y aille. Allons-y. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que la première proposition d'un gouvernement post-Attal pourrait être de mettre sur la table un projet de loi sur la proportionnelle pour les prochaines élections législatives? Allons-y. Elle a raison de rappeler ça. Mais qui écoute Cécile Duflot? Moi, c'est toujours la question que je me pose. Jacques Millard, par exemple, maire LR de Maison Lafitte, quand on voit apparaître Cécile Duflot comme ça, non mais à qui elle parle? Je me pose toujours vraiment la question. Elle parle à elle-même, c'est déjà pas mal. Il faut regarder, moi je l'ai connue, Cécile Duflot, en tant que ministre, et je peux vous dire qu'elle passe pas pour être une femme non sectaire. Malheureusement, elle on était en train pourtant de nous expliquer que c'était le plus objectif de tous les rapports. J'ai pas dit le plus objectif. C'était une blague. Non, mais le problème n'est pas... Bon, elle a des convictions, mais elle est cassante. Il faut le savoir. Or, pour pouvoir justement proposer une sorte de compromis, elle a une vision tout à fait rigide de l'écologie et qui n'est pas acceptable. Parce que on sait très bien aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'interrogations sur les causes réelles. Nous sommes dans un optimum climatique. Cet optimum climatique, c'est pas la première fois. Il faut arrêter de nous raconter des histoires. C'est pas le cul des vaches. Il y a des phénomènes qui sont des phénomènes naturels. Il y a certainement une question des taches solaires, et ce n'est pas aujourd'hui, je dirais, accuser uniquement l'industrialisation des choses comme ça qui va résoudre le problème. Ce n'est pas vrai. Et donc, à ce titre, il faut savoir raison garder. Il y a un réchauffement climatique, il ne faut pas le nier. Il est là.
mais ce n'est pas la première fois que dans l'histoire du monde, on a ce genre de choses. Mais, et ça peut mais Jacques Mière, vous décriez Cécile Duflot comme quelqu'un de rigide, de cassante. Est-ce que vous, justement, à l'époque ministre, vous avez quelques souvenirs précis de ces moments où visiblement les discussions étaient tendues? J'en ai. Oh que oui. Mais partagez-les au micro de Sud Radio. Oui, j'en ai. Et je vais vous dire, je vais vous raconter ce qui s'est passé. J'avais réussi avec la rapporteure Audrey et le cabinet de la ministre à obtenir, je dirais, une dérogation à la loi qu'elle nous proposait parce que ça mettait en cause des sites tout à fait remarquables comme le Lys de Chantilly, la ville du Vésinet et le parc de Maisons-Laffitte. Et quand j'ai réussi à faire passer un amendement et que ensuite j'ai interpellé la ministre en lui disant « Merci madame », et elle m'a répondu d'un ton sec « J'aurais pas dû ». Voilà, c'est une femme qui n'a pas de sens politique comme on doit en avoir lorsqu'on recherche justement une efficience de l'objectif et pas simplement une démarche rigide et sectaire. Voilà, une démarche rigide et sectaire, Philippe Bouriaki. Cécile Duflot. Alors moi, comme vous le savez, j'ai un parcours politique et je suis resté 20 ans à Europe Écologie Les Verts. Donc je connais... Alors, je peux pas dire que je la connais super personnellement, mais je connais bien Cécile Duflot. Les méthodes, peut-être. Les méthodes. Alors, en interne, on l'appelait la madone de la firme. La firme qui vient du nom de Noël Mamère, celle qui régentait tout et qui permettait pas l'expression autre chose que celui qui émanait de la firme. Alors, on va faire deux aspects. La proposition qu'elle fait et la personnalité. La proposition qu'elle fait en tant qu'écologiste et écologie au centre, évidemment, nous pouvons que considérer qu'une coalition autour de l'écologie, mais pas que, parce que si vous prenez pas tous les autres paramètres, ça ne peut pas fonctionner et c'est inaudible, hormis chez les bobos, comme dirait si bien Sandrine Rousseau, les blancs bourgeois parisiens. Ça, c'est pas moi, hein, c'est Sandrine Rousseau qui le dit. Ça ne peut pas fonctionner et personne ne comprend le discours avec des acronymes et des mots qui sont incompréhensibles à part les membres de la firme. Mais effectivement, il faut une coalition large, sauf pour nous, on est bien clair, ni RN ni LFI, sinon c'est pas possible. On considère que c'est les mêmes, donc il n'y a pas de fonctionnement avec eux possible pour pouvoir diriger et mener à bien ce pays. Bon, et en tant que ministre de l'écologie, évidemment, je proposerai le nom de Jean-Marc Gravinatori. Moi, je suis disponible pour le sport, mais en face de Tony Estanguet, je crois que je suis mort. On vous a grillé, on a un début de solution. Mais parlons de Cécile Duflot. On parle bien de l'ancienne ministre qui, et je la cite, le 5 mai 2016, annonce, c'est dans l'air, avoir été informée par Sandrine Rousseau des agissements de Denis Baupin. On parle d'une personne qui était députée et ministre, qui toutes les semaines avait un conseil des ministres, vous voyez, le président de la République, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, et qui ne fait pas de signalement lorsque un auteur présumé commet des actes délictuels. Et moi, j'ai un problème de conscience là-dessus. Et je l'avais dit d'ailleurs aux journées d'été à Lorient, parce qu'elle se présentait pour la primaire des écologistes, et j'ai dit, moi j'ai un problème de conscience. Comment je peux voter pour quelqu'un qui est censé voter des lois et protéger les citoyens? Parce qu'il y a celui qui commet l'acte qui est répréhensible pénalement, mais le complice, non-assistance à personne en danger. Qu'on se réclame de l'écoféminisme, de protéger des femmes et que vous êtes au courant d'un agissement d'un type. Comment vous faites pour protéger les autres victimes potentielles qui pourraient arriver dans le futur? Donc moi, j'ai un problème avec les gens qui racontent un discours au grand public et qui, à l'opposé, fait l'inverse. Et c'est elle-même qui le dit naturellement devant les médias. Donc j'ai un vrai problème. Et pour revenir d'ailleurs à cette affaire Denis Baupin, comme vous le savez, j'ai été de manière officielle et officieuse celui qui était en charge à certains événements d'assurer la sécurité, parce que mon expérience me permettait et je signalerai qu'en tout cas en 20 ans, le service de sécurité au culte d'Europe Écologie Les Verts, nous n'avons aucun signalement, aucun problème, aucune agression, aucune bousculade et aucun crachat. Ceci dit en passant, ça, je fais une petite dédicace à Mediapart qui qualifie et qui peut briser des vies sur des choses partisanes. Les dernières années, j'étais essentiellement à la disposition de Yannick Jadot, qui lui est un vrai écologiste, réformateur. Mais sur Cécile Duflot. Sur Cécile Duflot. Pour revenir sur cet ensemble, sur l'affaire Denis Baupin, après l'émotion, quand vous êtes entre guillemets le garde du corps, vous entendez des choses qui sont un petit peu surprenantes.
Et selon la légende, évidemment, pour éviter tout procès, ça serait plutôt un règlement de compte. Celui d'Emakos, qui a trahi en 2015, enfin 2016. Non, mais on y arrive. Non, Olivier, non, tu peux pas occulter tout ça. C'est une archéologie une archéologie, mais ça a brisé des vies. Il y a des gens qui sont retrouvés sur le carreau, et il y a des... Non, mais attends, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire c'est juste l'archéologie. On parle de vie humaine. Parce que c'est ton témoignage, il peut y en avoir d'autres. C'est la parole des uns contre les autres. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais simplement, quand on parle de cette affaire et qu'on sait qu'en fin de compte, on a tiré sur Emakos de manière disproportionnée. Peut-être que les auditeurs sont perdus, mais il y a quand même cette idée. Non, mais il y a quand même cette idée. C'est une réalité quand même. Oui, non, mais sans doute. Mais on se souvient en effet des égarements des uns et des autres, des déclarations. En tout cas, on voit ce qu'est l'affaire Denis Baupin. Mais ce qui est peut-être un peu problématique, et c'est ce que vous dites, Philippe Bouriaki, c'est-à-dire qu'il y a un moment où, mine de rien, une personnalité comme Cécile Duflot, pareil, qui a traversé quand même quelques partis, quelques années un peu conflictuelles, incarne à nouveau, et on y revient peut-être sur les mêmes questions, les mêmes raisonnements que Bernard Cazeneuve, c'est-à-dire avec des logiciels et visiblement sur des aspects importants que doivent avoir la gauche en ligne de mire, qui ne sont pas compatibles. Allons au bout de votre raisonnement. Il faudrait faire donc table rase. Pas table rase, non, je termine. C'est-à-dire, si un ancien responsable politique juge que la situation peut l'amener à exprimer une opinion, un avis, une analyse, que s'il sort du bois quelques années après avoir exercé des responsabilités, et l'heure qui suit, sous la mitraille générale sur le thème, bon mais écoutez, on n'a plus besoin de vos avis, merci, passez. Olivier, vous savez ce que j'ai envie de vous répondre, Olivier D'Artigol, c'est pas la table rase, c'est on a envie, et quand elle était au pouvoir, qu'est-ce qu'elle a fait? Non, mais c'est pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est toujours ça, c'est-à-dire que ces gens qui traversent comme ça les partis politiques, les différentes prises de parole des partis, qui une fois de plus, on a l'impression que ce sont des personnalités qui errent dans la politique française depuis des années. Mais depuis, qu'est-ce que vous faites là-dessus? Vous pouvez. Qu'est-ce qu'elle a fait, Olivier D'Artigol? Répondez-moi, qu'est-ce qu'elle a fait, Cécile Duflot, est-ce qu'il y a des gens qui se réveillent en disant merci Cécile Duflot? Je parle devant un écologiste, fut-il du centre. On ne peut pas dire qu'elle soit sans conviction sur son combat politique. Elle était, c'était au ministère du Logement au ministère du Logement. Je pense qu'il y a eu un renforcement très certainement de la loi SRU, qui est une loi très positive pour nos territoires, alors qu'il y a des maires qui aujourd'hui refusent du livret du logement social et préfèrent payer les indemnités. Moi, je suis assez radical là-dessus. Je suis pour que les maires qui ne vont pas sur la construction de logement social, on puisse réfléchir à leur éligibilité. Parce qu'après, on me dit, tiens, ça pète dans des quartiers, etc. Mais la non-mixité, c'est un choix politique. C'est-à-dire que véritablement, allez dans les banlieues, mais dès qu'il faut livrer du logement social, on voit ce qui se passe à Paris sur le 15e ou 16e arrondissement. C'est très difficile. Et je sais que Jacques Millard, qui est très certainement, dans les coups d'ailleurs dans sa vie. On s'égare, mon cher Olivier. Et on s'égare tellement que s'il y avait l'aménagement du territoire, il y a des centaines de milliers de logements sociaux en province. Alors il faut arrêter d'emmerder, je dirais, dans des endroits où c'est impossible à construire. Est-ce qu'il y a des élus qui ne respectent pas la loi SRU, qui préfèrent payer les indemnités? Mais non, c'est pas un problème de respect. J'ai construit moi-même, un instant. J'ai moi-même construit des logements sociaux avant la loi Guessot. Très bien. Avant la loi Guessot. Donc je n'ai aucune leçon à recevoir de ces, je dirais, de ces rigides, de ces maires rigides. La loi SRU est une connerie. Je le dis comme je le pense. Et il faut, parce qu'il faut retrouver l'aménagement du territoire. Parce que vouloir empiler en région parisienne des gens qui vont venir trouver du travail à Paris, alors qu'il faut aider les entreprises à aller dans des endroits où il y a des logements, et des logements sociaux, c'est une imbécilité dogmatique de cette gauche qui n'y comprend rien. Sauf que les petites mains, les ASH à Paris, celui qui conduit le métro, etc., ils doivent aller se loger le plus souvent en banlieue, en se tapant 1h30 de trajet dans le REB du petit matin. Voilà ce qui s'est passé. Non, mais on peut pas tout concentrer, le logement social. On fait venir à Paris des gens parce qu'on dit ils vont y trouver du travail. Mais c'est la réalité, monsieur Millard. Tous ceux qu'on a applaudis pendant le Covid parce qu'ils ne pouvaient pas télétravailler. Ils se sont du RERB du petit matin. Pourquoi est-ce qu'ils prennent le RERB au petit matin? Parce qu'on leur demande de faire des travaux à Paris. Dans une pipe en bois. Il y a des villes dans lesquelles il y a des dizaines de milliers de logements sociaux
mais il faut y installer des entreprises. Mais je suis d'accord et les entreprises, on doit les aider. Donc c'est ce que dit, il faut Jacques Millard, c'est bien beau d'aller imposer des logements sociaux partout en campagne, mais si on n'aide pas les entreprises à s'y implanter, forcément ça n'aide pas. En tout cas, chacun, je crois, a donné clairement autour de la table son opinion sur Cécile Duflot. Même vous, auditeurs, au 0800 26 300 300. D'ailleurs, on attend, évidemment, mais on attend également vos appels sur le prochain sujet qui ne manquera pas de vous faire réagir, j'en suis sûr. Est-ce qu'il n'est pas grand temps de revoir des flics un peu partout dans nos quartiers, dans nos rues? Pendant un temps, ça s'appelait la police de proximité. Je rappelle que Nicolas Sarkozy avait dit c'est pas votre job d'organiser des matchs de rugby, de foot. Est-ce que c'est ou de foot? Allez, même de rugby, parce que c'est le phénomène Antoine Dupont qui nous pousse à on va dire à remasteriser nos punchlines. Donc on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio pour ce sujet-là. Vive les flics dans nos rues. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Alors là, la question elle est simple, 0826 300 300 pour ou contre la police de proximité. Rappelez-vous, Nicolas Sarkozy avait dit non, on va la supprimer parce que le rôle de la police, ce n'est pas d'organiser des matchs de foot, c'est de justement faire régner l'ordre autour de la table. Je me tourne notamment vers le maire, LR, Jacques Millard. La police de proximité, bonne ou mauvaise idée? Je crois qu'on se trompe, parce que c'est pas parce qu'il va y avoir des policiers qui vont faire ami avec un certain nombre de personnes qu'on va rétablir, je dirais, la sécurité. Il faut des animateurs, il faut une politique, je dirais, d'animation de la jeunesse pour essayer de ramener des gens, effectivement, dans le droit chemin. Mais la police a un autre rôle. Elle est là pour prévenir l'insécurité. Donc, je ne pense pas que la police de proximité a été une affaire réelle. Aujourd'hui, je sais que beaucoup y pensent, veulent y revenir, mais je crois que c'est une erreur. La police doit être là pour réprimer, sanctionner, et malheureusement, on a eu une politique de victimisation à outrance et qui fait que ça ne peut pas marcher. Donc il y a bien sûr qu'il faut mener des politiques sociales, bien sûr qu'il faut mener des politiques d'animation, et ça c'est le rôle de beaucoup de choses, de beaucoup d'animateurs, d'associations, mais la police c'est une puissance régalienne et elle doit être là pour sanctionner et ensuite déférer en justice quand c'est nécessaire. Mais vous n'avez pas l'image d'une police qui peut être vue comme sympathique comme pendant les JO, parce que c'est de là que ça vient. Non, mais attendez. Alors, un instant sur l'histoire des JO. Les JO masquent véritablement, je dirais, ça a été un ersatz, comme je l'ai écrit, de l'unité nationale. Mais il faut pas se tromper. C'est un moment, je dirais, extraordinaire. Mais il ne faut pas croire que on a aujourd'hui, je dirais, à travers les JO, une unité nationale. Ce n'est pas vrai. Non, je vous dis juste que tout d'un coup, on a eu une image de la police qui nous paraissait sympathique. Et la preuve, d'ailleurs, cette proposition de revenir à la police de proximité, ça vient de la gauche. Fabien Roussel au Parti communiste, le député du Nord dans Le Monde. Eh bien, il se trompe. D'accord, ça c'est fait. Olivier d'Artigol. Je suis un fervent défenseur de la police de proximité, mais je pense qu'on a peut-être un débat entre nous sur la définition de cette police de proximité. Parce que ce terme a été abîmé, parce que cela a été résumé à organiser en effet des matchs de foot ou des journées d'écoute et d'échange entre une partie de la jeunesse et les forces de l'ordre. Est-ce que ça n'était pas devenu ça aussi un peu? Non, mais pour moi en tout cas, la définition. Démonstration a été faite sur ce JO que quand on y met les moyens, bon, ça a été 45 000 agents des forces de l'ordre pour la cérémonie d'ouverture, c'était après 35 000 sur l'ensemble Paris et Île-de-France. Bon, c'est une mobilisation exceptionnelle, mais démonstration a été faite que quand la police est présente, y compris dans la dimension que donne Jacques Millard, c'est-à-dire pas pour être dans l'écoute et l'échange, mais y compris dans la lutte contre la délinquance et les délits, nous obtenons des résultats. Par exemple, la reconquête de l'espace du Champ de Mars, par exemple à Paris, qui était bouffé par les trafics, qui devenait une zone véritablement difficile, montre qu'on obtient des résultats. À l'échelle d'un quartier populaire, moi je viens d'une génération où il n'y avait pas un interphone, mais un concierge, et quand on pouvait faire des conneries, le concierge, le soir, quand ma mère revenait, lui disait, bien Olivier,
il a fait ça. Il y avait du contrôle social. J'avais l'éducateur sportif qui était pas très loin. On était dans un écosystème. Il y avait l'éducation populaire et il y avait les agents. Moi, je suis vraiment. Il y a des copains maires de banlieue qui me disent, mais Olivier, on a besoin d'un commissariat parce que quand ça vient taper le point de deal, mais on sait très bien que ça peut faire des médias, beaucoup de caméras et de micros, mais le point de deal, il se réinstalle dès le lendemain. Et donc, il y a cet effet plumeau. Il y a eu un quotidien régional, la Provence de mémoire, qui avait fait une photo. Le lendemain, s'était réinstallé. Le rédacteur en chef s'était fait taper sur les doigts, d'ailleurs, par Beauvau. Donc, pour moi, la police de proximité, ce sont des effectifs avec une police qui connaissent le terrain, voilà, qui connaissent un territoire et qui s'emploient à rendre la mission de sécurité et de tranquillité publique. Eh ben, justement, un endroit dans ce beau pays qu'est la France, direction Marseille, où on va rejoindre Jacques, 75 ans. Bonjour Jacques. Bonjour Maxime, merci de m'accueillir sur Sud Radio. Merci de nous avoir rappelé. Je me tourne vers vous parce que on vient d'entendre Olivier d'Artigol qui nous dit mais voilà, la police de proximité, ça sert à ça. Moi je vois que sur mon petit ordinateur devant moi, vous habitez à Marseille. Est-ce que vous pensez vraiment que, par exemple, que c'est à Marseille avec la police de proximité qu'on aurait empêché ce qui se passe actuellement dans les quartiers nord, par exemple? Déjà, il faudrait voir quel rôle et comment va être utilisée cette police de proximité. Qu'elle joue de temps en temps au foot avec les gamins ou avec des seconds couteaux, c'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est que derrière, il n'y a pas de police de répression. Ça, c'est grave, par contre. Mais une présence policière dans ces quartiers, je pense que ça a du bon. Ça peut permettre à certains jeunes de ne pas dévier. Elle peut avoir aussi un rôle de renseignement, tout en ayant des contacts sympathiques et bienveillants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la présence de bleu dans ces quartiers, moi, je pense qu'elle est utile pour créer un lien, utile pour faire en sorte que la police ne soit pas toujours l'ennemi de la jeunesse, et elle peut aussi jouer un rôle de renseignement. Par contre, après, derrière, il n'y a rien, on le sait, la lutte contre le trafic de drogue, c'est un gros pipeau depuis des années, tout le monde le sait, personne n'a envie de réprimer le trafic de drogue. Il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'en effet, peut-être que pendant un temps, la police de proximité son image a été un peu ternie par la réputation que c'était une police un peu trop sympathique, qui allait visiter les commerçants, qui prenait le petit café à la boulangerie et qui jouait au foot avec les jeunes. Mais peut-être qu'aussi l'époque a un peu changé depuis qu'on l'a supprimée et qu'elle doit rester, on va dire, supprimée parce que, comme vous le dites et comme on peut le voir, je pense à Marseille, mais dites-moi si je me trompe, Jacques, mais que dans les quartiers nord, quand bien même on aurait eu une police de proximité, c'est peut-être pas ça qu'aurait changé les choses. On a peut-être changé, on va dire, dans l'ordre de criminalité, non? Dans l'ordre de grandeur. Non, moi je suis d'accord avec vous sur le fait que la police de proximité va pas mettre fin au trafic. Donc à quoi elle sert la police de proximité dans ce cas-là? C'est ça que j'ai envie de vous demander, Jacques. Ouais, moi je pensais que vous pouvez avoir, je vous dis, un lien avec la jeunesse, empêcher certains jeunes de dévier. Ce sont des tuteurs en fait. Et avoir un rôle de renseignement. Après, je vous dis, pour le reste, il faut une volonté politique. Regardez, quand il y a des gens qui manifestent, ils les trouvent, les effectifs. Ils les trouvent. Oui. Bon. Pour lutter contre le trafic de drogue, pourquoi ils ne le trouvent pas? Allez, expliquez-moi ça, pourquoi? Il suffit de mettre un quart de CRS, même une voiture de police à l'entrée de chaque cité. S'ils veulent pas les arrêter, puisqu'ils peuvent pas les arrêter, puisqu'ils veulent pas les arrêter, puisqu'il n'y a pas de place en prison, ils mettent une voiture de police à l'entrée de chaque cité avec 3 képis dans la voiture et le trafic de drogue, il s'arrête. Voilà, c'est tout. Eh bien, écoutez, je crois, mon cher Jacques, on va donner directement votre ligne à Beauvau pour votre parler vrai. Merci beaucoup de nous avoir appelé sur Sud Radio. 0826 300 300. Jacques qui nous a appelé de Marseille nous disait, Philippe Bouriaki, qu'il nous fallait de la volonté politique. Vous êtes d'accord, vous, j'imagine, sur ça? Nous, et sur le débat de la police de proximité, ça vient de la gauche plutôt. Oui, donc, nous, avec le de centre, nous voulons plus de bleu, plus de képis. Mais je suis pas entièrement d'accord avec Jacques. Ce qu'il proposait, la police est là que pour réprimer. Non. Évidemment, c'est une mission de la police, mais lorsqu'on réprime, c'est que ça va mal. Et avant que ça aille mal, on peut aussi colmater les choses de façon pérenne en étant présent. Je rejoins ce qu'a dit votre auditeur sur le fait d'être proche des personnes pour la collecte de renseignements. Il n'y a rien de mieux. Je vais vous donner une expérience que j'ai vécue cet hiver grâce à Diane, qui est une gendarme réserviste et qui a organisé une journée au sein d'un club de rugby où il y avait de la sensibilisation au harcèlement et aux violences intrafamiliales. Donc, ils faisaient des petits matchs et des petits tournois, et entre les deux, il y avait des ateliers sur cette sensibilisation. Les enfants se sont mis à parler.
de manière spontanée et ouverte. Des enfants qui ne disaient jamais rien et dont personne ne pouvait supposer. Il y a le côté rôle vraiment social d'une potentielle police de proximité. Et c'était... Alors, ça ne pouvait pas fonctionner, d'après ce que me disait Diane, et sur le retour d'expérience, le fameux Rex, ça ne pouvait pas fonctionner dans un rôle où on est en bleu et on est en affrontement, mais dans un rôle où on est partenaire quand je vous parle d'enfants, je parle de gamins entre 8 et 14 ans. Et donc dans un rôle où on est accompagné, soutenu par des personnes sur lesquelles on ne ressent pas de réticence, on s'ouvre plus spontanément et plus facilement. Donc oui, il faut... Valérie Pécresse dit si bien, la première des libertés, c'est la sécurité. Et donc, il nous faut de la sécurité. Cette phrase peut être dangereuse par moment. Non, parce que si vous n'avez pas de sécurité, vous n'avez pas de liberté. Et donc, par conséquent... on n'a pas le temps de développer ça. Non, mais je parle pas d'un régime hitlérien. Tout le monde était prêt. Quand vous traversez la rue à Berlin, vous étiez en sécurité, mais vous n'avez pas beaucoup de liberté. Et je peux le dire pour l'ensemble des régimes totalitaires. Non, mais la dangerosité... C'est la première des libertés. Moi, à chaque fois, ça me... La sécurité, c'est la première des libertés. Je suis désolé. Il y a des gens qui souffrent. C'est la première. Je n'ai pas dit que c'était la seule. Je dis c'est la première. Vous pouvez être mais c'est vrai, vous pouvez vivre dans un régime autoritaire où vous avez de la sécurité, vous risquez rien en traversant une rue, mais vous n'êtes pas véritablement libre, vous comprenez? Non, mais il y a cette idée en effet que la police de proximité, mais le débat est peut-être en train un peu de dériver, mais en tout cas, mais on a besoin de sécurité. Bien sûr, non, mais exactement, et sur le rôle sécurité, et même sur ce que vous disiez, c'est très important, sur le rôle potentiellement social. Pendant les JO, moi, je me suis déplacé beaucoup en transport en commun parce que on m'avait prédit l'enfer et ça a été super agréable, mais je me suis senti en sécurité de bout en bout. Mais beaucoup en plus de gens, donc des policiers, des gendarmes dans les stations, en dehors. Donc le débat se poursuit sur Sud Radio. Faut-il instaurer la police de proximité ou est-ce que c'est encore quelque chose qu'on ressort, qu'on va remettre au début de l'étape, notamment pour animer les jours fériés à la radio et alors qu'on s'en occupera jamais politiquement et on ira du côté de Jacques Mignard qui, je le vois à travers l'écran, est en train de bouillir, a envie de s'exprimer. À tout de suite sur Sud Radio si vous voulez nous appeler. Je rappelle le numéro 0826 300 300. À tout de suite. C'est vraiment quelque chose d'utile ou est-ce que c'est une proposition politique qui ressemble à du foutage de gueule parce qu'on le remet régulièrement sur la table? Jacques Mignard, maire LR de Maisons-Laffitte, qu'est-ce que vous pensez? Alors voilà, on a fait un petit tour de table, on a eu au standard quelques auditeurs qui nous ont appelés, qui nous ont dit mais finalement ça peut être aussi un profil de sécurité, aussi un objectif social comme le disait Philippe Bouriaki tout à l'heure. Est-ce que ça vous a fait un peu évoluer sur la position ou pas du tout? La police est répressive. Je crois qu'il y a... Non, c'est pas ça. Il faut une connaissance du terrain. Et d'où la nécessité. Les RG avaient été dissous et ensuite s'étaient regroupés dans la DCRI et on avait occulté la connaissance du terrain avec ce qui était la connaissance, je dirais, normale pour informer le préfet. Et on a rétabli les SRT, c'est-à-dire le service beaucoup plus cohérent du terrain. Donc, il faut bien connaître le terrain, et ça, ce sont des moyens d'investigation. Mais, pour bien connaître le terrain, il faut que tous les renseignements remontent de partout. Or, on a eu trop souvent, notamment vis-à-vis de l'éducation nationale, des gens qui voulaient pas parler aux policiers. Et ça ne remontait pas. Le service social, il est là aussi pour faire remonter un certain nombre d'informations qu'il peut recevoir. Qui pallie les services sociaux. C'est un peu ce que vous nous dites. C'est une nécessité. Non, c'est une nécessité de mieux coordonner l'ensemble des informations pour soit prévenir, soit réprimer. Et et qu'est-ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques ici? C'est que toutes les polices de France et de Navarre ont travaillé non pas en pilier, mais en coordination. Et c'est pour ça, et d'ailleurs, l'entretien qu'a donné Gérard Darmanin, que je connais bien, au Figaro, montre qu'ils ont réussi à avoir, je dirais, l'optimum de sécurité par la coordination de tous les services. Eh bien, dans les villes, il faut aussi la coordination des services sociaux, des services de l'instruction publique, c'est-à-dire l'éducation nationale, des associations. Il faut que les informations remontent pour prévenir. Donc, meilleure circulation de l'information plutôt que, à nouveau, la marotte de la police de proximité. Mais bien évidemment, il ne faut pas travailler en pilier. Il ne faut pas travailler en pilier. Marc, qui nous appelle de Bordeaux, va certainement réagir à ce que vous venez de dire, Jacques Mignard. Bonjour, Marc. Bonjour. Vous avez eu l'excellente idée en ce beau jour férié de composer le 0826 300 300 pour dialoguer avec nous. Est-ce que pour vous, la police de proximité, c'est encore un leurre politique parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actualité, donc des gens se précipitent sur cette marotte, ou au contraire, ça peut avoir une véritable utilité?
Alors moi, je rejoins, j'ai pas retenu le nom de votre intervenant. Je rejoins Philippe Bouriaki, je pense, qui expliquait la nécessité d'avoir... pour être dans un métier paramédical et côtoyer aussi le milieu médico-social, je rejoins le dialogue avant tout et la coordination. Et surtout la coordination d'informations. Et vous êtes aide-soignant, donc de votre point de vue, c'est... J'ai pas mal de connaissances qui ont beaucoup regretté la fermeture des centres de proximité quand ils étaient éducateurs spécialisés. Malheureusement, c'est une triste réalité qui a vu aussi, à un moment donné, quand on a réduit les effectifs de police de proximité. Et c'est dommage, parce qu'il y avait aussi, même s'il y avait peut-être pas une communication flagrante entre les différents services, il y avait quand même une communication de terrain aussi qui était présente, qui a disparu, et ceci, je pense, hélas, moi je serais pour. Le problème revient toujours au même, c'est que les bonnes volontés sont là, mais quand on parle de bonne volonté, que ce soit le système de santé ou le reste, on est confronté à un système qui ne veut faire que du financier et du productif. On a de très bonnes idées, mais derrière, on oublie qu'il y a aussi un financement. Mais donnez-nous par exemple des exemples assez concrets de ce que vous nous racontez, Marc. C'est-à-dire que vous se plaignent de classiques, hein. Moi je le vois bien dans les contrées où je suis, autour de Bordeaux. Du côté de Bordeaux, on a réduit les effectifs de police, ils demandent des voitures, à un moment donné, et là on parle de police de proximité. Alors oui, dans l'idéal, remettre des choses mieux, qui ont déjà été expérimentées, qui marchaient pas mal, pas trop mal, pourquoi pas, mais aussi, n'est-ce pas un leurre de agiter un drapeau où on sait pertinemment que déjà on est en train de rogner sur tous les budgets. Oui, mais ce que vous racontez-nous un peu, Marc, ce que vous nous avez expliqué il y a quelques instants, c'est-à-dire que vous êtes aide-soignant et vous, il y avait des éducateurs spécialisés qui, j'imagine, avec quoi, connaissance de ce qui se passait dans certains. Avec les jeunes, ils avaient un lien aussi de, à la fois leur faire de la prévention et de l'instruction sur, par exemple, je dis une chose, les dégâts des drogues avec, à l'époque, cassette, CD à l'appui. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi t'es comme ça? De la prévention. La prévention en France, c'est la télé, c'est le bouche à oreille. Mais pour moi, la prévention, la communication, aujourd'hui, par rapport aux pays du Nord qui sont moins nombreux, certes, que ce soit même pour les premiers secours, responsabiliser ces jeunes, leur donner un rôle. Ça, c'est pas les parents. On l'apprend même pas aux parents. Et on l'apprend même pas aux enfants, parce que sachez une chose, c'est que vos enfants à l'école, non seulement pour les premiers secours, oui, on peut l'instruire, mais c'est pas une obligation. Donc en fait, moi je trouve qu'on a un retard comment dire, il faut sécuriser, c'est bien, mais sécuriser pour rendre non responsable, eh bien, c'est vraiment pas la solution. Je trouve que c'est poussé, et je n'excuse pas les actes de personnes malveillantes, mais je trouve que, au contraire, confier des tâches, ce que faisaient les éducateurs, à des personnes qui prouveront, après ils feront ce qu'ils voudront, mais ils faisaient un travail formidable. Aujourd'hui, on n'aura plus donné les moyens, parce que les trucs de proximité, les machins, les ci, les là, ferment. Ouais, merci beaucoup, Marc. On a compris l'idée, c'est-à-dire que quitte maintenant à aller, on va dire, trouver de l'argent pour aller les remettre dans quelque chose qu'on a supprimé il y a quelques temps, alors que finalement on devrait d'abord renforcer, que ce soit la police, comme disait Marc du côté de Bordeaux, ils demandent des voitures, ils en ont même pas. En tant qu'éducateurs, peut-être qu'ils sont aujourd'hui trop mal payés, trop dans la paperasse pour pouvoir avoir le temps de faire le travail, de faire remonter l'information. C'est peut-être ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que la police de proximité, c'est jeter un peu d'argent par les fenêtres, parce qu'aujourd'hui il suffit de renforcer ce qu'on a déjà. C'est ce que disait l'ami Marc. Je vais vous donner un exemple très personnel. J'ai été pendant 6 ans président d'une mission locale à Pau et son agglomération. On suivait à peu près 24 000 jeunes. Et le dernier recrutement avec le conseil d'administration qu'on a dû opérer, c'était non pas un conseiller emploi, c'est traditionnel dans une mission locale pour accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans une démarche d'insertion sociale et professionnelle. Ça a été une psychologue psychiatre. Vous savez pourquoi? Parce que l'hôpital psychiatrique de jour à Pau était dans une telle difficulté, la situation à la psychiatrie en France est une honte véritablement, que des jeunes en souffrance psychique dans la rue
arriver à la mission locale, sauf que nos employés n'avaient absolument pas la formation pour recevoir un jeune en souffrance, en urgence psychique ou voire psychiatrique, parce que tout simplement, il n'y avait plus l'accueil de jour. Donc, vous voyez bien, c'est un exemple précis, mais que le dernier recrutement ait dû être... ça m'avait fait froid dans le dos. Non, mais c'est très intéressant, parce qu'en fait, avec il y a des choses qu'on savait faire et qui se sont délités sur les dernières années. C'est exactement ça, c'est en fait que la police de proximité, c'est là où on voit que c'est malheureusement, ce n'est qu'un leurre politique, c'est-à-dire que si dans les faits, on promet avec la police de proximité de faire beaucoup de miracles, en réalité, c'est juste parce que tout ce qui est en place aujourd'hui ne fonctionne plus. Et on en a parlé ici sur Sud Radio, les urgences sont en grève, les pompiers n'ont plus suffisamment de Canadair, le matériel est très compliqué à trouver. Philippe Bouriaki, c'est peut-être ça en fait. Faire moins d'annonces politiques et des choses spectaculaires avec la police de proximité, par contre, aller à l'essentiel et renforcer ce qui existe déjà. C'est comme tout à l'heure quand on a abordé le sujet sur la proposition de Madame Duflot. C'est dans sa globalité que vous devez traiter un cancer. C'est pas juste sur un petit coin de la lorgnière. La police de proximité, c'est efficace. Si derrière vous avez de la médiation, vous avez de l'accompagnement, vous avez de la résolution, et tu l'as très bien dit, sur les problèmes psychiatriques et psychologiques qui frappent bon nombre de nos compatriotes. Mais il y a aussi le volet tu casses, tu payes. Enfin, je suis désolé. Gabriel Attal. Quand un minot a été interpellé 15 fois et qu'il est remis dehors, qu'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de truc, enfin, elle est où la limite pour lui ? Il n'y a plus de limite. Donc tu casses, tu payes dès la première infraction. Et tu payes sévèrement. Et peut-être que ça ferait réfléchir. Revenons sur nous disent beaucoup les policiers qui nous appellent ici à Sud. Les gens de gauche nous donnent plein de leçons. Il y avait une proposition de dire celui qui touche le RSA, il doit quelques heures à la collectivité. Ce qui est pas complètement fou. 2 heures par jour, tu vois, 10 heures par semaine, c'est pas déconnant. Quand t'as des parents qui vont nettoyer le quartier, ça m'étonnerait que le gamin le lendemain le salisse. Quand t'as des parents qui vont accompagner ou sécuriser certains points d'accès pour prendre le train, le métro, etc., ça participe à la cohésion nationale. Il n'y a rien de gratuit, l'argent n'est pas gratuit. Il est fabriqué par ceux qui travaillent lourdement, qui payent leurs charges. Quand on investit, il faut mine de rien montrer aux citoyens que c'est ça. Et puis il faut montrer aux citoyens que leur argent, oui c'est ça. Et puis leur argent surtout sert à des choses efficaces. Le mot de la main, le mot de la fin plutôt, ou le mot de la main aussi. Pourquoi pas Jacques Mignard, maire LR de Maison Lafitte. Pour conclure ce tour de table, contrairement à, et peut-être très en lien avec ce que disait Marc tout à l'heure, ça rejoignait ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en fait il faut renforcer tout ce qu'on est en train de mettre en place ou tout ce qu'on a dans notre pays mais qui est en train de s'effondrer. C'est de la coordination, c'est de l'information qui doit remonter et c'est bien évidemment, comme vient de le dire Philippe, aussi la sanction. Et la sanction rapide tout de suite. Et non pas, on a eu une attitude pendant des années où on a eu une politique de victimisation. Pauvres petits, c'est pas de leur faute, papa est ci, maman est ça. Eh ben, il y a non. Il faut, justement, pour que des citoyens soient responsables, ils doivent connaître les limites et il n'y a pas une liberté individuelle qui peut exister sans liberté collective. Et la liberté collective, c'est la responsabilisation citoyenne. Et il faut des sanctions. La responsabilisation citoyenne, je crois que Christian est d'accord avec vous. C'est l'auditeur encore qui visiblement, sur un débat comme celui-ci, le standard ne fait que sonner. 0826 300 300. Bonjour Christian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un peu de l'avis de Jacques Mignard qui nous dit mais en fait c'est une question de responsabilisation citoyenne. Il faut plutôt mettre l'argent sur ce qu'on a déjà pour que ça marche mieux plutôt que de créer des mirages politiques pour faire parler de lui alors que ce n'est pas efficace. Vous pensez un peu ça ? Écoutez, moi je pars du principe que dans notre pays, la France, si on recréait de l'économie, déjà, il y aurait beaucoup moins de délinquance. Là, je me fais peut-être un peu l'avocat du diable, mais bon, il faudrait une meilleure répartition, je dirais, des biens et des richesses. Écoutez, je vais vous amuser. L'autre jour, j'ai fait un calcul. Il faudrait que je vive 250 ans en ayant un salaire de 2 000 € net par mois pour avoir un mois de salaire de Mbappé. Alors, tant que le peuple tolérera ça,
il n'y aura pas d'évolution. Mais je suis sérieux, vous pouvez prendre une machine à calculer, vous allez voir. Non, mais ça, on vous croit sur les calculs, Christian. Mais le lien avec la police de proximité, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'en fait que les gens vivent beaucoup mieux de leur travail pour éviter les trafics, ce genre de choses, c'est ça? Si on recrée de l'économie, parce qu'en fait, là, depuis que j'écoute l'émission, en fait, on parle que de protection ou de répression. Mais s'il y avait, parce que bon, je suis désolé, les policiers, bien sûr, ils sont nécessaires, mais ce ne sont pas des productifs. Donc, la richesse... Les profs non plus, les médecins non plus. Si on part sur ce principe. Oui, sauf que bon, les médecins, ils sont quasiment indispensables. Mais bon, les profs aussi, les policiers aussi. Pardon, excusez-moi, Christian. Non, finissez, Christian, on fera la discussion après. Je suis d'accord avec vous, mais dans une certaine mesure, quoi. Parce que bon, moi je me dis que... Vous vous dites en gros, Christian, si je vous suis, vous dites en fait, il faut arrêter de mettre de l'argent, il faut plutôt le mettre à disposition des gens qui bossent pour que les gens gagnent leur vie, qu'on fasse, on va dire, qu'on fasse tourner ce pays, et l'argent plutôt que de le mettre sur la police de proximité, investissons-le pour que les gens bossent bien, et ça fera baisser l'indélinquance, c'est ça? Enfin, police de proximité ou autre, quoi. Hein. Oui. Parce que bon, moi quand j'entends les gens qui disent faut construire des prisons, mais moi j'y suis opposé. La prison c'est pas une solution. Depuis que le monde est monde, la répression n'est pas la solution. Absolument. En fait, disons que ce n'est pas la solution. Non, moi je pars du principe que s'il y avait une meilleure économie en France, les choses iraient beaucoup mieux. Eh ben voilà, mais je crois qu'on est tous d'accord, Christian. Visiblement, le débat vous avez beaucoup fait réagir. 0800 26 300 300. Et si vous avez aimé les personnes qui ont prononcé vos coups de cœur, enfin quelques coups de cœur, quelques coups de gueule, restez avec nous parce qu'ils reviennent. Chacun a choisi un petit sujet sur lequel il veut se prononcer. Et bien sûr, on compte sur votre écoute attentive et vos réactions. Et dans un quart d'heure, on sera rejoint par le camarade Clément Arion. Ça se passe sur Sud Radio et c'est les Jeux Olympiques dans tous leurs états. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Olivier d'Artigol, chroniqueur politique, Philippe Bouriaki, conseiller régional écologiste d'Île-de-France et Jacques Mignard, maire LR de Maisons-Laffitte. On va tout simplement revenir à des sujets plus apaisants parce que c'est le moment des coups de cœur et des coups de gueule de chacun. Olivier d'Artigol, je commence par vous parce que c'est un coup de gueule. Toujours pas assez de moyens pour la protection ça m'a agacé parce judiciaire que ça fait écho à notre discussion. On a appris hier, donc, en plein cœur de l'été, que la protection judiciaire de la jeunesse perdait des ressources et des moyens. Ils ne pourront donc pas recruter un certain nombre de contractuels. Vous savez que dans la fonction publique, qu'elle soit d'État, territoriale ou hospitalière, il y a beaucoup de contractuels. Et ces contractuels sont nécessaires pour encadrer des jeunes. Souvent, les spécialistes à délinquance des mineurs disent qu'au premier signal faible, il faut intervenir rapidement. Sinon, le jeune peut être très vite engagé dans un parcours de délinquance et de délit qui font que systématiquement il monte dans l'écran puisque les premiers délits et les premiers passages à l'acte ne sont pas sanctionnés, ne font pas l'objet de mesures judiciaires. Or, pour la mise en place de ces mesures judiciaires, nous avons besoin d'un service qui fait partie des politiques d'État, c'est la protection judiciaire de la jeunesse. Il y aura par exemple avec ces réductions de crédit 1500 gamins rien que sur l'Île-de-France qui ne pourront pas avoir un suivi éducatif qui est pourtant aujourd'hui décidé donc dans les mois de septembre, octobre, novembre. C'est un drame parce qu'on ne peut pas nous faire la leçon sur le fait qu'il faut être plus efficace pour lutter contre la délinquance des mineurs qui est un vrai problème. On évoque beaucoup l'ordonnance de 45, la réponse judiciaire. Je suis tout à fait d'accord moi pour reconsidérer tout ça puisque les formes de délinquance ont évolué. Mais si on se démunit, si on perd des moyens sur les réponses en amont, on ne fera que répondre en aval quand le parcours de délinquance aura été plus aggravé. Philippe Bouriaki. Rien à dire, il a tout dit. C'est ça, c'est l'essentiel. Et du côté de Maisons-Laffitte, qu'est-ce qu'on pense, Jacques Millard, le maire LR? Soutien, Jacques Millard, s'il vous plaît. Mais on pense effectivement qu'il peut y avoir un problème, mais le service de la protection judiciaire de la jeunesse a été fort décrié en n'étant pas vraiment comme le vient de le décrire Olivier. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements où ce service n'a pas vraiment, je dirais, accompagné correctement les jeunes et contrairement à ce qu'a dit Olivier, il n'a pas toujours voulu avoir, je dirais, des responsabilisations immédiates pour éviter que des jeunes dérivent. Je crois que de toute façon, pour la jeunesse, il faut changer de politique. Moi, je reviens toujours et je cite l'amiral Braque de la Perrière qui avait mis en place
des jeunes en équipe de travail et qu'il les avait sortis du milieu pour justement leur réapprendre ce que c'est que d'être un citoyen responsable. Donc je ne suis pas certain que ce service soit à la hauteur des enjeux, parce que la politique qui est menée n'est pas celle qui devrait l'être. Il faut sortir ces gamins des lieux où ils sont, des quartiers où ils sont, pour les transférer dans des équipes en jeunes de travail encadrées fermement. En revanche, des services qui ont toute votre attention et dont vous vous réjouissez, mon cher Jacques Millard, c'est votre coup de cœur sur les services de sécurité pendant les Jeux Olympiques. Ça, c'est votre coup de cœur et ça fait du bien. Oui, alors, une fois n'est pas coutume, parce que avec Gérald Darmanin, que je connais très bien, je n'ai pas toujours été d'accord. Mais cette fois-ci, je reconnais que parce que tous les services de l'État ont travaillé en coordination étroite, on a pu maintenir la sécurité. Il y a eu des attentats qui ont été évités et bien évidemment, il y a eu d'énormes moyens qui ont été utilisés. Il faut le savoir. Mais il faut remercier les services de police, de gendarmerie et les services de la protection civile pour le travail effectué qui nous a permis d'éviter, je dirais, ce que nous craignions tous. Pour avoir été en contact auparavant avec un certain nombre de gendarmes ou de policiers, ils étaient pas tout à fait rassérénés. Eh bien, ça a réussi par un travail de coordination. Bravo aux forces de police. Tout le monde et de gendarmerie et de gendarmerie. À tous les services de sécurité. Et de la protection civile. Et de la... Voilà, je crois qu'on les a tous remerciés. Franchement, autour de la table, on est d'accord, j'imagine, pour ça. Philippe Bouriaki, Olivier d'Artigol. Bien sûr. Gros coup de cœur sur les services de sécurité. Je parle à l'ancien officier de sécurité que vous étiez. J'imagine que vous avez été avec un regard très attentif sur ce qui s'est passé au JO. Alors, on l'a pas vu et je vais pas dévoiler beaucoup de choses, mais il y avait aussi beaucoup de personnes en civil, type profiler pour pouvoir. Vous savez, vous dites des choses, votre corps dit autre chose. Et quelqu'un qui est déterminé à passer à l'acte, il transpire quelque chose. Il transpire quelque chose et on le ressent immédiatement. Et donc, entre personnes sensibles de la sécurité, on se repère entre nous assez vite. Et j'ai pu voir ce dispositif qui était vraiment hyper intéressant, ce maillage extraordinaire. Et moi, je voudrais vraiment féliciter Laurent Nunez, le préfet de police de Paris. Mais dire un grand bravo et un grand respect et mon admiration, et ça, je le cache pas, pour Gérald Darmanin. Beaucoup lui prédisaient le sombre dans cet événement et il a cloué le bec à beaucoup de monde. Et moi, je lui prévois le meilleur pour le futur. Vous allez être à Tourcoing le 15 septembre. Je le serai, oui, effectivement. Il y a des coulisses politiques qui sont dévoilées en direct sur Sud Radio. Allez, on a fait un coup de gueule et on a fait un coup de cœur. Il est grand temps de refaire un coup de gueule et c'est vous, mon cher Philippe Bouriaki, qui gardez la parole parce que vous allez nous livrer un petit coup de gueule pour clore ces grands débats de l'été sur l'affaire Christophe Kider. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, le nom Kider doit résonner pour beaucoup de gens, mais par rapport à mon ami Farid Kider, ancien champion du monde et récemment encore de kickboxing. Mais il n'y a pas que Farid, il y a aussi Christophe Kider qui est ce qu'on appelle dans le milieu un grand voyou avec des grandes équipes, des gens qui montent ce qu'on appelle au braco. Et certains bracos se passent pas forcément toujours bien avec des gens qui sont déterminés. Moi, j'ai une pensée pour ce jeune homme, cet automobiliste qui est décédé suite à une balle dans la tête. J'ai une pensée forte à ces gardiens de prison qui ont été séquestrés et retenus en otage. Et on parle d'explosifs pour faire exploser des portes. On parle d'un hélicoptère pour venir libérer. Donc c'est des gens qui sont hyper déterminés. Et là, il y a un juge des juges d'ailleurs, qui ont décidé de pouvoir lui permettre de passer son permis de conduire, alors qu'il lui reste 20 ans à faire. Alors, effectivement, il peut avoir des remises de peine et libérables conditionnelles depuis 2020. Normalement, il devrait purger sa peine totale en 2044. C'est-à-dire dans 20 ans. Dans 20 ans, oui. Sachant qu'il n'est déjà pas libérable conditionnellement. C'est là ce que j'ai pas compris dans ce dossier. Parce qu'il a déjà fait 35 ans de ballon. Donc, vous savez qu'à la moitié de votre peine, quelques années. Et s'il a fait 35 piges et qu'il en reste 20, c'est pas parce que c'est un enfant de cœur. C'est vraiment de quelqu'un, le directeur estime qu'il est ultra dangereux. Donc, il s'est opposé à ça. Et là, on va lui permettre de passer son permis de conduire 10 fois 2 heures. 10 fois 2 heures avec un moniteur d'auto-école. Donc, moi, je demande une prime exceptionnelle pour le moniteur d'auto-école.
Faut déjà le plus âgé par balle. Mais il faut. Alors, je ne critique pas la décision du juge. Non. Mais vigilance plus quand on autorise des personnalités comme ça. Là, en sortie libre totale. C'est-à-dire aucune escorte, aucun accompagnement. Oui, puis d'ailleurs, ça coûterait beaucoup de sous à la collectivité. Pas de souci pour la réinsertion. Moi, je suis contre la double peine. Donc, moi, j'estime qu'une fois on a payé notre peine, l'histoire est close.